France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans cette émission LGF jusqu'à 18h30. C'est votre talk de fin d'après-midi à chaque fois pour bien terminer la journée en s'informant, en se divertissant aussi parce qu'il y a un peu de divertissement dans cette émission. Eh bien, on n'hésite pas à rester connecté, à se brancher un peu plus chaque jour à cette émission. Votre grand forum à vous, LGF, jusqu'à 18h30. Avec au programme tout à l'heure, eh bien au programme toute l'actualité que je vous détaillerai dans un instant. Mais pour l'heure, le seul à être arrivé à l'heure, c'est bien, c'est Jean-Marc Zébellus. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Toujours expert en immobilier. Vous Oui. êtes le Stéphane Plaza de la radio. Non, je dirais pas ça, car je ne suis pas acteur. Ah bon, pourquoi vous aimez pas t'aimes pas ces émissions? Ça a un peu de la mise en scène, c'est pas la réalité du marché ou du monde de l'immobilier. Bon, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le secteur? Attends, il y a Stéphane Plaza et qui d'autre? Non, Oh, c'est- il y en a plein d'autres, hein, mais je fais pas tout à fait le même métier que lui. En fait. D'accord. Ouais. En tout cas, voilà, jusque 18h30 avec vous, chers amis auditeurs. Tout à l'heure, donc entre 18h et 18h30, il y aura le sport, bien sûr, et les quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec ces équipes qui se sont qualifiées brillamment hier. On en reparlera donc tout à l'heure plutôt, non pas hier. Donc entre 18h et 18h30, nous parlerons télé, bien sûr, avec les programmes pour ce soir. Et puis un nouveau petit rendez-vous dans cette émission. Dans la dernière partie, ça s'appelle le coup de gueule des auditeurs. Vous avez la possibilité de nous laisser un message que je sélectionnerai parmi vos nombreux coups de gueule, et il y en a sur le mobile répondeur à cet effet 06 18 21 56 41. Voilà, vous pouvez nous laisser 24 heures sur 24 votre message. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous passer le coup de cœur de Ali contre les casques bleus, blancs en Syrie. Coup de gueule donc tout à l'heure que vous écouterez. Et puis côté musique, je vous jouerai un hommage de Douzi à Shabarakil Mazel Mazel. عشقك في البال ننساك محال ليسيتينا. Hommage à Shabarakil Rahmo, donc interprété par Douzi, qu'on se réécoutera tout à l'heure dans le coup de cœur donc sur France Maghreb 2. Et puis bien entendu plein d'autres choses à découvrir. Le j'aime ou j'aime pas, bien entendu tout à l'heure, puisque t'es le premier à être arrivé, mon cher ami Jean-Marc. Dans ton coup de cœur, tu vas nous parler d'une histoire finalement assez peu connue. Oui, tout à fait. Il s'agit l'AFP a très récemment publié une dépêche concernant un appel du monde du cinéma français pour libérer l'Iranien Kirouan Karimi, Ouais. qui avait réalisé un reportage justement sur les graffitis avant et après post-révolution, et il a été condamné pour cela. On en reparlera évidemment avec toi tout à l'heure. Dans l'actualité bien sûr de ce jour, ce sont les préparatifs de l'évacuation d'Alep, du départ de 4000 rebelles de leur famille, la faveur du cessez-le-feu entré en vigueur ce matin dans la ville du nord de la Syrie. Cette réédition constitue une défaite majeure des insurgés face aux forces de l'armée syrienne et soutenue par la Russie et l'Iran, ces puissances qui ont joué un rôle clé dans la conquête de la ville. En France, nous parlerons de ce dernier jour du dépôt des candidatures pour la primaire de la gauche. C'est aujourd'hui 8 personnalités sur les rangs. Les 22 et 29 janvier, une liste qui sera officialisée dans les prochaines 48 heures, nous verrons. Mais on a déjà une petite idée de ce qui s'en dégage de cette liste, bien sûr. On va commencer cette émission, bien entendu, comme d'habitude, par notre zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur Internet, et ce débat Zemmour-Tapie sur Paris Première dans l'émission de Zemmour et Nolo. Et voici que même Tapie a menacé d'en mettre une à Éric Zemmour. Écoutez ce débat très houleux. Ah oui? Moi, j'ai le droit de croire que c'est pas tout vrai. à fait. Vous savez ce que je souhaiterais? Je vais vous dire quelque chose. S'ils m'entendaient tous, là, je dirais, écoutez-moi, tous les immigrés d'origine étrangère, qui est en France, que Zemmour veut plus voir, que Le Pen veut plus voir, pendant 15 jours, vous bossez plus. Voilà. Vous bossez pas pendant 15 jours. Vous allez voir dans quelle merde vous êtes. Ouais, mais vous savez ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont me répondre. Ils vont vous répondre que tout n'est pas l'économie, que tout n'est pas... Ah non, mais attends, Voilà. mais C'est ça, le- je parle pas que là-dessus. Ah bon. Mais moi, je parle pas de ça. Ah, Bon. t'as fini là-dessus. Je sais pas, moi, je crois pas que ce que m'apporte Jamel, c'est économique. Ce que m'a apporté Yannick Noah, c'est pas économique.
tous ces gens Noah, qui ça font la vient richesse, française. parce que la multiplication des cultures, des origines Ah, et bah des gens, voyons. excuse-moi, ne dis pas ça, parce que c'est de la voyons. connerie. Mais c'est là, vous Je êtes voudrais que tu sois avec ta sucette bleu, vous blanc, êtes rouge dans, jusqu'à la dans fin de le tes jours. discours multiculturel. c'est bon. Vous Entrez la êtes dans phrase le de discours fin. multiculturel qui est en plus la richesse. Allez parler à Sevran, à Mais Vitry-Gargan j'y de la habitais, richesse. pas toi. Si, moi j'ai habité à Drancy, alors ça va. Non, Drancy, tu connais, t'as Alors, pas vu un Bah, Algérien de ta vie. Moi, j'ai bossé j'en là-bas, viens, j'étais moi. avec eux. J'ai vécu 1000 ans avec eux, contrairement à vous, ceux qui tapis, alors m'emmerdaient le écrasez plus, un c'était peu. pas eux. Moi je connais l'Algérie, j'ai vécu 1000 ans en Algérie. Eh ben, ça se 1000 voit. ans. Mais Alors, t'étais je du bon connais côté du justement. manche. Non, pas du tout. Ce que t'aurais Pas voulu, du c'est tout. garder le même manche Pas ici. du tout. Moi, j'étais justement un dhimmi. Alors, l'Aran n'est pas là-dessus. Donc, Voilà. je sais ce que c'est de vivre avec l'islam Oui, dominant. oui, mais- Vous ne savez pas et vous ne connaissez rien. mais tu es en Et donc, train vous, de vous êtes en t'es train en de train- ramener Non. un discours. Vous parlez comme Arlène Désir, ce qui est une Non, catastrophe. non, non, pour pardon, vous. pardon, Si, c'est pas parce la qu'on parle pas richesse comme des toi. cultures. Non, mais ne dis allez pas- parler dans les ne banlieues dis de la pas richesse de des cultures. conneries. Je dis pas de Parce conneries, que c'est vous qui sinon- dites des conneries. Mais non, parce que sinon tu vas continuer de raconter chaque fois la même musique. Mais c'est vous qui dites toujours les mêmes Laisse-moi conneries depuis finir. 30 ans. Bah, Là, tu es obligé, hein, tu peux non. pas faire autrement. Mais je de vous laisser écoute. finir. Quand tu prends un mec qui souffre, tu peux dire que c'est de la faute de son voisin qui fait le bazar toute la nuit et lui dort pas de la nuit, le lendemain matin, il a les yeux comme ça. Eh ben oui. Ça oui. Bah oui. Hein, voilà. Mais si le mec souffre pour tout à fait autre chose, en plus éventuellement du mec qui fait le bordel la nuit, Mais Bon. ce que je veux t'expliquer. il fait pas le bordel, Voilà. vous avez 30 ans de Oh là retard, là là Tapi. là là là. Ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, il fait pas le bordel, l'ordre Qu'est-ce que je le règne. plains Tu sais que je L'ordre te règne plains. dans les banlieues, il y a Eh, plus ma de parole blancs, il y a d'honneur. plus de Français, ils souffrent plus. Objectivement. Je crois que le mec Vous le avez plus 30 malheureux, c'est toi. Mais vous avez Oui, 30 ans de retard, tu vas mourir Tapi. sans savoir. Mais Non, vous mais- êtes un ringard, vous avez 30 ans de Non, retard. Attention, non, parce que non, toi non, aussi, je vais me mais je lever, vous je vais t'en assure. mettre une. Non, non, Si je suis un non. ringard. Alors, Monsieur non, Tapi, non, Monsieur vous datez, Zemmour. Tapi. Monsieur Non, non, Zemmour. non, datez. Parce que t'as... Vos arguments, c'est 30 ans. Bernard, on se calme un peu là, on se calme un peu. Non, 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 on allez-y. descend d'un cran. D'abord parce que vous ne boxez pas dans la même catégorie de poids, donc vous pouvez pas le battre. Non, mais- Il a dû commencer à trembler parce que faut dire que Ben Nanar, eh bien, il a encore de la force, hein. En tout cas, on passe maintenant à toute autre chose et François Fillon, à l'occasion d'une visite dans un hôpital, a tenu à rassurer effectivement sur le système de la santé et de la sécurité sociale. François Fillon. À aucun moment, je n'ai voulu privatiser l'assurance maladie. Non, je ne veux pas distinguer entre les gros et les petits risques. Mais oui, je veux mieux articuler les rôles de l'assurance maladie et des complémentaires. Je veux une clarification du rôle respectif de l'assurance maladie et des complémentaires. Je veux simplifier les nombreux dispositifs de franchise et le ticket modérateur pour donner plus de transparence. C'est chercher à montrer à chacun que la Sécu, c'est notre bien commun et qu'il faut savoir en user avec précaution et avec le sens de l'intérêt général. Voilà pour la clarification, sachant quand même que cette promesse de campagne des primaires a complètement disparu du site de François Fillon. Voici ce que pense maintenant son principal rival, peut-être, hein, celui qui risque peut-être d'être élu à la primaire socialiste. En tout cas, un des candidats, Manuel Valls, celui-là même, et on en reparlera tout à l'heure, qui souhaite supprimer le 49.3 pourtant utilisé à plusieurs reprises durant le mandat d'Hollande. Par lui-même d'ailleurs, Manuel Valls, que pense-t-il de Fillon et de sa politique? François Fillon a voulu un projet très dur pour gagner très à droite à l'occasion de cette primaire. Ça va lui coller. Et c'est pour cela que, face à cette droite très dure, et au risque que des fonctionnaires, des hospitaliers, des ouvriers se disent « Mais qui va nous protéger ?» Le risque est d'aller vers le Front National. Et la droite ouvre un boulevard à l'extrême droite. C'est à nous de nous porter garant de ce modèle. Pour terminer ce zapping, parlons de Arnaud Montebourg qui devrait, selon les dernières accusations, 80 000 euros de cotisation au Parti Socialiste. Il a évidemment démenti formellement. Je ne résiste pas quand même. Et pour finir ce zapping, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Visiblement, Arnaud Montebourg, il a un peu de mal quand il est interviewé par les journalistes. Preuve en est donnée dans cette interview accordée sur France Info TV. Je défends. Si vous me le permettez, vous êtes 3, je suis seul, laissez-moi une chance. 4, pardon, puisque madame présente. Elle est tout à fait là. Pourquoi seriez-vous d'ailleurs excepté? Mais pourquoi Pas du tout. En effet. Donc, Ah, j'adore Arnaud Montebourg qui a un peu de mal à se faire interviewer par des femmes. Voilà. D'ailleurs, tiens, on vous a mis sur le Facebook Arnaud Montebourg qui a posté une photo pour Paris Match à l'occasion de sa visite en Algérie ce week-end avec toute sa famille.
Voilà, il a posté ça, une bonne ambiance. On sent il essaie quand même de draguer vraiment avec importance et avec force cette population. Voilà. Hakim Aral, salam alaikum. Wa alaikum salam, bonjour les auditeurs, salut Jean-Marc. Toujours. Salut Hakim. Salut tout le monde. Hakim Aral, toujours chef d'entreprise. Ça en est où la boutique là qui va ouvrir bientôt? Toujours, non, c'est ouvert, Pizza Fox. Ça y est. Pizza Fox à Duny. Non, mais l'autre. Ah, c'est en projet, En projet, d'accord. c'est en Donc projet. on n'en parle pas encore. Non. D'accord, très bien. Voilà. Pizza Fox. Ouais, bah t'es bienvenu, tu m'as demandé des pizzas la dernière fois, je t'ai dit Ouais, viens. d'ailleurs, Jean-Marc, t'as vu, elles sont où les pizzas? Hein, Elles sont à Duny, venez. ouais, les bah gars, oui, venez. mais elles sont pas ici en tout Une cas. petite ville sympa de 93, de Seine-Saint-Denis. Voilà, Pizza Fox. Voilà. Voilà, vous y allez de notre part. Ah, écoutez, Zemmour, on n'a pas envie d'y aller. Ah oui, c'est Bah, vrai. Zemmour, il est dans son rôle, dans le zapping que t'as sélectionné, là, Non, mais cette Nanar, fois-ci. il est bon, Nanar. Bah, Nanar, ouais, il est, C'est un grand communicant. C'est Ah un oui. grand communicant, mais c'est surtout, faut rien enlever à sa capacité de communication, à Éric Zemmour, parce qu'il est dans son rôle de piètre défenseur du choc des civilisations. Ouais. C'est un minable, un ignorant. Il est agité. La phrase que j'ai relevée, c'est de dire à Bernard Tapie, vous êtes un ringard. Et c'est là où il s'énerve un peu. Attends, bonhomme, attends, Je suis pas un ringard, je vais hein. t'en coller une. Mais en fait, voilà, c'est des petits pics. Juste pour, on comprend bien qu'Éric Zemmour, son discours depuis de là tout le temps là, c'est ce qu'on entend à chaque fois, c'est sorties médiatiques. C'est uniquement pour de la provocation, pour attiser la haine entre les Français eux-mêmes, entre des catégories de Français eux-mêmes, et diviser davantage. Et je trouve que c'est un incendiaire, donc il est là pour mettre le feu. Il a un blanc-seing pour pouvoir le faire. Non mais il est en mission, il est en mission. Après on verra. On en parlera tout à l'heure avec nos auditeurs s'ils le souhaitent, bien sûr, au 01 40 33 9000. Et notre dernière arrivée, il arrive dans un instant, Islam Saïdi sur France Maghreb 2. Un beau plateau aujourd'hui, très diversifié. Jean-Marc Zébélus, pardon. C'est pas évident. Jean-Marc Zébélus. Il y a un autre Jean-Marc qui fait la une en ce moment, mais c'est pas vraiment le même. Hein. Je crois pas. Pas du tout. Morandini, non? Oui, mais non, c'est d'accord. pas tout à fait la même chose. Oui. Après t'avoir comparé au Stéphane Plaza de la télé, voici qu'on te compare à Morandini. Bon. Ça va plus du tout, Christophe. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je n'ai pas les mêmes valeurs qu'avec cet homme. Hakim Ral est avec nous aussi. Et donc, Islam Zaïli, dans un instant, sur France Maghreb 2, vos appels. On va commenter l'actualité. Bienvenue dans ce talk. Méfiez-vous des imitations. Ici, c'est l'original. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusque 18h30, c'est votre talk de fin d'après-midi. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe, cette émission du grand forum. Et c'est vrai que voilà, on est de plus en plus à être fidèles, et je vous en remercie d'ailleurs de votre fidélité de partout en France. Et je vous donne une petite astuce d'ailleurs, pour ceux et celles qui peut-être sont dans des villes où ils ne peuvent pas écouter la radio. Et ben faites passer le message à vos amis, à votre famille. Il y a la fameuse application téléphonique, puisque d'après une dernière étude, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui consomment la radio, non plus avec le fameux poste classique radio, mais avec le smartphone. On peut télécharger donc l'application France Maghreb 2, c'est ce que je vous invite à faire pour être vous aussi acteur dans cette émission qui est la vôtre, à savoir le grand forum. Avec vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000, je peux prendre un appel à n'importe quel moment, donc allez-y, tentez, appelez. Et je vous rappelle aussi que à partir d'aujourd'hui, donc après 18h, on écoutera le coup de gueule des auditeurs, un message sélectionné parmi les nombreux messages qu'on reçoit sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Aujourd'hui, j'ai sélectionné celui d'Ali qui nous parle des casques blancs en Syrie. Voilà. Donc tout à l'heure à écouter, bien sûr. Et puis puisque j'en suis à vous parler de ce qui va se passer tout à l'heure entre 18h et 18h30. Tiens, Hakim, tu connais peut-être. En guise de coup de cœur musical aujourd'hui, j'ai choisi de vous mettre un hommage à Cheb Akil Darahmou, interprété par Douzi. Mazel, Cheb Akil, qui vous en souvenez est mort dans un accident de voiture. Voilà, donc à écouter donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. Dans un instant, les avis tranchés de notre ami Hakim. Tiens, tu vas nous parler de quoi, Hakim? L'avis tranché, c'est un petit rappel sur une idée que la solidarité entre les humains est le seul rempart face à la barbarie entre les humains. Très bien. Et ton coup de cœur? Alors, j'aime bien ton coup de cœur.
Mon coup de cœur à moi. Ouais. Mon coup de cœur, c'est de mettre un petit peu d'ordre là dans tout ce qu'on entend ci et là sous le coup de l'émotion avec ce qui se passe en Syrie là, avec toutes les images qu'on reçoit atroces de souffrances d'hommes, femmes, enfants, de civils. Et les accusations qu'on peut entendre, c'est à cause de Bachar el-Assad si les gens y meurent, donc il faut être contre lui, ou bien et donc il faut être contre Poutine, tout ça. Bref, le coup de cœur, c'est remettre un petit peu d'ordre dans ce conflit syrien pour comprendre sereinement au-delà des émotions. Voilà. Pas mal. Pour ça que j'aime bien. Ah, notre ami Islam arrive. Je lui ouvre la porte. Ah, bah vas-y, va lui ouvrir la porte à notre ami Islam et tu lui mets un bon billet de retard. Hein. Voilà, donc on va parler justement de la Syrie pour commencer cette émission. En tout cas, faire le point sur les informations parce qu'elles sont nombreuses et elles sont importantes en ce jeudi après-midi. Donc on va essayer de faire le point sur tout ce que l'on a et puis on prendra les auditeurs avant de parler et bien entendu de vous écouter dans vos différents avis tranchés respectifs. Comment ça va monsieur Islam? Ça va, merci, désolé du retard, je m'excuse, même si j'ai aucune excuse, j'ai juste mal géré mon temps. Ah bah voilà, ça arrive hein. Y en a qui prétextent la route, c'est pas ton cas? Non mais t'as qu'à dire que le métro marche mal, puis c'est bon. Ouais, aussi le métro marche mal. Hein. Il Voilà. faudra en parler aussi de ces sujets de société. Hein. Non mais c'est vrai, il faut le dire qu'à un moment les transports, tu connais d'ailleurs le RATP, c'est rentre avec tes pieds. Ah bah non, bon là c'était vraiment ma faute. Bon d'accord, ok. On va pas accuser la RATP quand il n'y a pas lieu d'être. Alors. Voilà, exact. Mon cher Islam, tiens, pendant que je te tiens, ton programme à toi, c'est quoi? Alors mon avis tranché, c'est ça, ma chronique, ça sera sur le retournement de veste encore une fois de Manuel Valls. Et il nous habitue à ça, c'est devenu champion du monde. Et je voudrais parler en coup de cœur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. De rien. Ah, très bien. Oui. Retournement de veste, ce qui me fait penser à une chanson, la chanson de Dutronc. Jacques Dutronc. Tout à fait. Il retourne sa veste, mais toujours du bon côté. Moi je pense que c'est le toréador qui retourne son... Vous savez le truc qui est rouge qu'il agite là pour en face du taureau? Ouais. La cape là. Ouais. C'est plutôt ça qui lui conviendrait. Il retourne pas sa veste, il retourne son... Alors, on en parlera tout à l'heure, hein, si vous le permettez, puis les auditeurs évidemment pourraient réagir donc tout à l'heure. Mais on va d'abord parler de ce qui se passe en Syrie. Je vais vous donner les dernières informations que nous avons en notre possession. Ce matin, et contrairement à ce qui s'était passé il y a tout juste 24 heures, le cessez-le-feu est finalement respecté à Alep. Les pillonnages ont cessé, l'évacuation des rebelles et de leurs familles a pu commencer avec un peu de retard après des tirs, comme en témoigne d'ailleurs Hussein Badawi, le chef des casques blancs pour Alep, ce secouriste bénévole. Écoutez son témoignage. Je viens d'avoir un appel. Nous avons le feu vert pour nous mettre en route. Le convoi va pouvoir quitter les quartiers assiégés d'Alep en direction de la campagne à l'ouest de la ville. Cela signifie que nous allons pouvoir évacuer tout le monde, je l'espère. Et cela signifie aussi que la trêve est respectée et que les civils vont être sauvés. Il y a encore 130 casques blancs dans les quartiers assiégés. L'évacuation des civils devait débuter à 7 heures ce jeudi matin. Nous étions d'ailleurs en train d'aider les gens à monter dans les véhicules lorsque notre équipe s'est fait tirer dessus. Je ne sais pas si c'est l'armée gouvernementale ou des milices iraniennes qui nous ont tiré dessus. 2 secouristes bénévoles de notre équipe ont été touchés, un civil a été grièvement blessé, et il y avait des femmes et des enfants. Voilà, donc c'était le témoignage de Hussein Badawi, chef des casques blancs pour Alep. Ces dernières heures, c'est encore l'armée russe qui a donné des précisions sur les modalités pratiques de cette évacuation. On parle de 20 bus, de 10 ambulances, alors que la télévision d'État syrienne évoque le départ de pas moins de 4000 rebelles. Tout l'enjeu, alors qu'il est, c'est encore évidemment de sécuriser les corridors qui ont été choisis pour évacuer les civils, car ce matin, comme on l'a entendu, alors que l'évacuation des premiers blessés venait de commencer, les casques blancs se sont fait tirer dessus à plusieurs reprises par des tireurs embusqués, qui seraient d'ailleurs des tireurs du côté des rebelles, apparemment. L'évacuation a donc été suspendue un temps. Il semblerait qu'elle ait repris. Le ministère de la Défense russe a diffusé d'ailleurs une vidéo qui montre une vingtaine de bus transportant 200 blessés en train de quitter Alep Est, direction les provinces voisines de Khan Toumané et Idlib. Idlib, où l'organisation humanitaire du Croissant Rouge est en train de monter 10 000 tentes de réfugiés, selon son porte-parole en Turquie. Évacuation va se faire en plusieurs phases. Priorité aux blessés et à leurs familles. Sortiront ensuite les combattants rebelles et leurs proches. L'accord, dont on ne connaît pas encore les détails, semble reposer sur un échange. Les civils d'Alep assiégés par le régime syrien
contre l'évacuation des blessés et des malades de Foua et Kefraya, deux villages chiites assiégés, eux, par les rebelles dans la province d'Idlib. Il semblerait que c'était une demande express des Iraniens. Alors, c'est une bonne chose, finalement, ce cessez-le-feu, cet accord trouvé, j'allais dire, enfin. Votre regard un petit peu sur cette situation, tiens, Jean-Marc. C'est une situation dramatique et aujourd'hui on essaie de nous faire plus ou moins un scénario, une mise en scène, mais est-ce que tout cela serait vraiment profitable à une paix, que la population retrouve sa sérénité et le cours de la vie? Je pense qu'on en est très loin et que c'est une mesure, mais ce n'est pas l'essentiel. Je pense qu'on se focalise un peu trop sur ces évacuations. Oui, il faut quand même s'en féliciter, Hakim, non? Bien sûr, donc forcément, après cette offensive destructrice, dramatique sur la ville d'Alep, notamment sur sa population, il fallait s'attendre à une espèce de période d'accalmie, donc ça se calme plutôt, et ça le temps de faire sortir des décombres les personnes, donc c'est triste et malheureux. Maintenant, Alep, historiquement, c'est pas la première fois que ça se passe. Alep, elle est considérée comme, par les mots de Bachar, c'est Alep la rebelle. Donc, il y a une volonté à la fois de contenir, et de repousser, de neutraliser toute forme d'opposition au régime, au président, donc Bachar al-Assad. Hein, voilà. Et donc lui, il réprime ça dans le sang. Et vraisemblablement sans distinction de personnes. C'est-à-dire, on a bien vu dans les images les rapports des journalistes, les témoignages des personnes, que la population a été touchée. C'était des civils. Et on disait même, la phrase que j'ai retenue, c'est « Il n'y a pas de Daesh, il n'y a pas de terroristes à Alep ». Peut-on vraiment identifier qui est rebelle, qui ne l'est pas? Nous sommes dans une guerre civile. C'est très compliqué. Déjà, bon, c'est ce que je dirais, c'est ce qu'on évoquera plus tard dans mon coup de cœur. Le conflit syrien n'a pas commencé il y a 3 jours avec Alep. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. D'accord. Il y a donc tout un antécédent. Voilà, il y a un antécédent. C'est sûr que les images sont chocs. Là, je parle pour nous et puis pour les auditeurs qui nous écoutent. Les images, les témoignages et même les rapports sur le plateau d'une télé avec Yann Barthez, d'un observateur des droits de l'homme, un journaliste même, qui disait que je reprends sa phrase à lui, qui disait que sur place il n'y a pas à Alep il n'y a pas de Daesh n'est pas à Alep. Voilà ce qu'il disait. Ouais. On dit même depuis la seconde guerre mondiale qu'on n'a pas connu un désastre pareil. Voilà, c'est bon. Alors certains n'hésitent pas à comparer la situation d'Alep à Sarajevo. Hein. Voilà. Donc on sait bien que c'est une guerre, on sait bien que la guerre c'est des morts, c'est des avions. C'est une guerre sale, il n'y a pas de guerre propre de toute façon. Voilà, on sait bien que des morts il va y en avoir, les gens d'Alep à l'intérieur. Il y en a déjà, c'est pas qu'il va y en avoir. Oui, non mais quand la guerre commence, je dis, hein, quand on prend 5-6 ans, donc on revient au mars 2011 quand l'offensive elle a été menée, hein. C'est là que ça commence, on est en 2017 là, dans 10 jours. Donc ça fait déjà plus de 5 ans qu'on est au courant. On sait que ça va arriver. Il y a des Syriens il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ceux qui pouvaient partir sont partis. Mon sentiment, c'est que la Syrie est un terrain de jeu pour des organisations, pour des nations qui ne peuvent pas se faire la guerre directement entre eux et qui vont la faire chez les autres. Et qui utilisent donc ce pays et en l'occurrence ses habitants. Voilà. Islam, la propagande est au rendez-vous aussi là-dedans. Hein. Ah carrément, mais moi j'ai même pas de mots pour illustrer ça parce que c'est quand même moi vis-à-vis de ma génération, c'est quand même inédit ce que je vis à travers les tweets ou ce qui se passe, les vidéos qui circulent sur Facebook ou YouTube. Honnêtement, j'ai pas de mots à dire. Mais les images sont très choquantes. Bien sûr, sont graves. Les images sont choquantes, bien sûr, mais blessantes. Moi, je viens de dire que fait l'ONU parce qu'en fait, ils sont devenus experts dans le mannequin challenge, qui est très populaire dans les réseaux sociaux. Ouais. Bah, justement, là, ils font un beau mannequin challenge face aux Syriens. Exactement. On va prendre du côté du standard au 01 40 33 9000 notre spécialiste de la Syrie, puisqu'il est en Syrien lui-même, docteur par la même. Bonjour. Ah, il est où le docteur? Il est parti le docteur? Bon. Il est où le docteur? Allô? Docteur? Bonjour, oui. Monsieur Christophe. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc pour faire court, parce que je téléphone de très loin. D'abord, il faut rester zen dans cette histoire et faire quand même devant les morts, quels que soient, et les blessés, leur origine, leur parti. Il faut se féliciter de l'évacuation de 250 combattants
d'Alep Est, tout à l'heure sous le contrôle des Russes. Parce que rien ne serait été fait sans les Russes et l'accord des Turcs, plus ou moins les Iraniens. Oui, oui aussi quand même, parce que les Iraniens ont joué un rôle important dans l'histoire. Important. On va rester neutre. Vous savez, ça fait 6 ans on parle de ce conflit. Voilà où on est arrivé. Donc actuellement, tout le monde a perdu en Syrie dans cette affaire. À commencer par Alep Est, parce que les gens qui parlent d'Alep, il faut savoir Alep Ouest, il y a encore 1 300 000 habitants. Frères, ils sont bien, ils vivent tout ça. C'est pas pour cela, il faut encore les anéantir. Donc c'est une guerre civile, comme il faut voir les nouvelles qui nous arrivent. D'abord, l'exclusion volontaire des Américains du jeu. Voilà ce qu'il y a à tirer déjà vite. L'échec des Arabes du Golfe, ça fait 2. La Turquie d'Erdogan fait surface sur les cadavres des Syriens, c'est encore mieux que rien. Et l'échec des Occidentaux. Voilà, je pose la question pour 1000 fois moins. Je suis pas adepte de feu Kadhafi. Quand il a dit Zenka il y a 5 ans, et ils ont tiré sur lui, ils ont tout anéanti. Vu qu'actuellement toutes ces atrocités, on va aller dans le camp des Occidentaux. Comment se fait-il ils bombardent pas le palais présidentiel à Damas de Bachar quand même. Alors donc c'est une lâcheté de continuer. Il faut pas plus mettre l'huile sur le feu. Il faut aller vers des négociations en profondeur pour cette histoire, parce que Alep c'était là, ils ont profité de changements en Occident, mais les Occidentaux, ils dorment là-dessus. Et changement de cap. Voilà ce qu'il y a à tirer. Merci docteur, parce que au-delà de votre intervention, elle est très intéressante. C'est vrai réagir, Christophe, sur oui. Alors juste, je recontextualise un petit peu les choses. C'est vrai que depuis 5 ans, on nous dit Bachar el-Assad, c'est le problème, c'est lui l'unique responsable de la situation en Syrie. Il faut s'en débarrasser, mais le docteur il dit un truc très juste. Pourquoi on n'a pas été le chercher? Pourquoi on n'a pas bombardé éventuellement le palais présidentiel de la Syrie, plutôt que d'aller installer des groupes terroristes un petit peu partout dans le pays? C'est là que je voulais apporter un petit éclaircissement. Oui. C'est que personne sur la planète Terre, je crois même les Martiens s'ils existent, ils viendraient toucher à Bachar el-Assad parce que il faudrait d'abord passer par Poutine. La question elle est là. Il a très justement dit quand le Muammar Kadhafi, Allah yarhamou, il a été très clairement tué par l'OTAN en subissant les bombardements et l'aide logistique militaire de l'OTAN. Il n'avait pas d'alliés suffisamment puissants pour faire barrage. Il n'avait pas Poutine à ses côtés. Ouais. Donc la réponse elle est là. C'est que pour toucher à Bachar el-Assad, il faut passer par Poutine. Et effectivement, les pays du Golfe, la position politique du pays du Golfe dans la région, elle a été tenue en échec, ridiculisée. La position de feu, entre guillemets, Hillary Clinton ou l'administration Obama, elle a été également passée aux oubliettes. Donc ils voulaient la destitution et de Bachar absolument. La position française, pour parler celle de l'Europe, elle était aussi ridiculisée avec le fameux encore une fois Al-Nosra fait du bon boulot de Fabius, hein. Donc elle a été ridiculisée. Finalement, mais on comprend une chose très claire, c'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un président ou d'un chef de gouvernement Bachar el-Assad contre son peuple. Non. Il s'agit, comme il a très justement posé la question Jean-Marc, c'est que il y a des intérêts beaucoup plus importants, beaucoup plus transcendants, beaucoup plus profonds qui ont animé ce conflit, ayant mis en scène à la fois donc les États-Unis, d'accord, et tous leurs alliés, on va dire ça comme ça, et de l'autre côté, parce qu'il y a un face à face, les Russes. Aujourd'hui, Trump a gagné. Donald Trump, futur, donc il a été élu président des États-Unis. Lui, il s'est totalement accordé avec Poutine. Ouais, donc, parce qu'il a passé dans son. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Son équipe des pro-Poutine d'ailleurs. Voilà, oui, exactement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va se calmer, ça va se tasser. Voilà, ça va revenir comme ça était. Mais ce qu'il y aura eu en plus, c'est l'animosité du peuple syrien, de ceux qui ont perdu beaucoup, envers
envers leur gouverneur. Le président en place, la question à se poser, a-t-il toujours une légitimité ? Tout simplement. Alors, est-ce que c'est le moment de se la poser ? Parce que si tu dis président, t'appelles un imaginaire et un conscient collectif qui dit à la française, qui dit élection, démocratie. Je vais juste demander au docteur s'il partage l'optimisme de voilà, Hakim. donc actuellement, il s'agit de plus de jeter l'huile sur le feu. Il faut obliger les Syriens de s'entendre entre eux. Voilà. Il y a encore temps, parce qu'il y aura une fédération souhaitée depuis les années 50 au départ des Français. Que les Anglais ont joué, et actuellement au moins les chiites, avec toutes leurs atrocités, si je peux parler, ils s'assument. Vous le savez, alors pourquoi les sunnites ils s'assument pas, ou les chrétiens, on sait qu'est-ce qui va leur arriver, ou les druzes, ou les kurdes. Actuellement la Syrie, il faut voir Servant là qui a dit, c'est lui un spécialiste militaire, c'est dans l'air, il y a 4 Syries. Le pouvoir, il a 28%, les Kurdes 22%, les sunnites 21%, voilà, et 11% ou 15% pour les terroristes de Daesh. Donc actuellement, tout le monde se venge sur tout le monde. Donc il faut plus jeter l'huile sur le feu, il faut les obliger à s'accorder. Un pays où on négocie à Genève, c'est plus un pays, monsieur. Et on a vu les Algériens négocier à Genève entre eux, on dit non. Est-ce qu'on a vu les Tunisiens, on dit non, ou les Égyptiens? Donc c'est un pays où il y a 56 000 partis, c'est plus la peine. C'est le pays à se prendre. Merci docteur, merci beaucoup. Allez, et surtout qu'on leur donne les moyens justement de pouvoir se prendre en main. Abdelrahman de Paris est avec nous. Salut Abdelrahman. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Moi, c'est pour passer un message. Nous organisons un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie à Paris pour le soutien de la famille de Mohamed, le journaliste décédé là. On change de sujet là, oui, d'accord. Ouais. Oui, donc c'est pour passer ce message, quoi. D'accord, c'est quand le rassemblement? Le rassemblement, en fait, aura lieu le 17-12-2016, ce samedi-là, à 14h, devant l'ambassade d'Algérie à Paris, site au 50 rue Lisbonne, Paris 8e, pour exprimer notre soutien à la famille de Mohamed Tammal, et surtout exiger la vérité et la justice sur la mort tragique de ce journaliste. Et par ailleurs aussi, on demande aux autorités algériennes d'ouvrir une enquête indépendante et approfondie. Très bien. Rendez-vous donc 14h. Pour la vérité, de sa mort et les circonstances de sa mort en vertu justement de l'article 144 et 146 bis du code pénal, afin de déterminer les causes réelles de sa mort. Parce qu'aujourd'hui, on a différentes versions sur la mort de ce journaliste. Donc, pour plus de renseignements, d'informations, s'ils veulent contacter le porte-parole de cette initiative, donc c'est monsieur Salah Hadjab au 06 42 72 19 78, ou sinon, contactez-moi, c'est Abdelrahman au 06 10 44 61 04, et puis j'invite tous les Algériens et les Algériennes à venir nombreux et nombreuses, et même votre invité, s'il veut venir, les invités que vous avez, s'il veut venir. Et en plus, je voulais faire aussi appel à notre ami aussi, comment il s'appelle, Sophia Al-Lakdari. Sophia Al-Lakdari aussi, il est le bienvenu s'il veut venir. Eh ben écoute, pourquoi pas en tout cas. Rendez-vous 14h devant l'ambassade d'Algérie donc ce samedi pour demander finalement de la transparence et la vérité sur la mort de ce journaliste. Voilà. Merci Abdelrahman. Exactement Christophe, merci à vous, merci à la radio, et puis c'est formidable, et je vous souhaite une bonne journée. Et puis merci à vous, merci à vous. Alors pour finir sur la Syrie, je vous rappelle, je vous indique que ce soir à Paris, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, doit être reçu par le ministre des Affaires étrangères. Et c'est aussi de Paris que devrait partir, toujours dans la soirée, un convoi humanitaire affrété par une organisation Médecins Syriens qui transporte 20 tonnes de matériel médical, du matériel pour donc ces victimes de la bataille d'Alep. Voilà, tu cherchais pourquoi, que fait l'ONU, il va venir à Paris, voilà, ce soir.
Est-ce que ça sert à quelque chose, l'ONU, actuellement? Le machin, comme le qualifiait le De Gaulle. Hein. Allez, dans un instant, on passe à vos avis tranchés. On va parler un peu d'autre chose sur France Média 2, puisqu'il y a de quoi dire et de quoi faire. On va parler, entre autres aussi, de Manuel Valls, qui nous indique qu'il est pour la suppression du 49.3, qu'il a utilisé pourtant à 5 reprises, je crois, depuis 6 en 2 ans. C'est pas mal quand même. Le toréador. Ouais, incroyable. Mais attention, il a précisé hors budget. Hein. Je suis pour la suppression du 49.3 hors budget. Donc dans un instant on en reparle et on parlera aussi avec Jean-Marc de son avis tranché, de Hakim aussi, et vous chers amis auditeurs, je prends un appel à n'importe quel moment, 01 40 33 9000, soyez les bienvenus, c'est votre talk, c'est le LGF sur France Maghreb 2, méfiez-vous des imitations, je le répéterai jamais assez. LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous sur votre radio, et j'ai une mauvaise nouvelle pour les automobilistes de Paris et de sa région, puisque demain, eh bien, le grand retour de la circulation alternée, c'est ce que vient de nous annoncer la préfecture de police de Paris. Donc demain, alors je c'est les pères ou impair demain? Alors impair, ça doit être les pairs. Ok. Voilà. D'accord. Donc est-ce que vous avez une plaque d'immatriculation pair, monsieur Hakim? Ouais, donc c'est bon. Jean-Marc? Non, pas du tout, j'ai pas de voiture. Bon, toi tu restes à la... Ah bon, bah c'est bon. Donc, toi tu peux rouler. Je fais dans l'écologie. Système, n'en parlons pas. Quartier imaginaire. Voilà, il peut rouler. Donc tout va bien. Donc pour ceux, et vous avez suivi un petit peu le bazar ce matin aux aéroports de Roissy-Orly avec ces VTC qui ont manifesté aujourd'hui contre Uber. Ils reprochent une augmentation qu'a fait Uber, en fait, le prélèvement qui va se passer sur une commission en plus beaucoup plus important, je crois, de l'ordre de 5%. Ce qui est marrant, c'est que les chauffeurs Uber maintenant vont s'allier avec les taxis pour faire en sorte qu'Uber justement recrute moins de chauffeurs. Wow. Quand on n'est pas divisé, on est plus fort. Voilà. La solidarité. Vous pourrez nous appeler si vous le souhaitez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de taxis qui nous écoutent, donc ou de VTC bien sûr, n'hésitez pas. Mais avant de passer à vos avis tranchés, je voulais vous parler de cet homme qui est probablement l'homme le plus recherché du Sahel. Mokhtar Ben Mokhtar, chef du groupe Al Mourabitoun qui est affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il aurait été blessé le 14 novembre lors d'un raid aérien français dans le sud de la Libye. Ben Mokhtar sérieusement touché mais toujours vivant, c'est ce qu'affirme en tout cas le site d'information Middle East Eyes, avis partagé d'ailleurs par les services de renseignement algériens. Depuis un mois, les responsables politiques évitent la question. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, la semaine dernière au Forum Paix et Sécurité de Dakar, voici ce qu'il a dit. N'infirme, ni ne confirme, ni ne commente. Voilà, ça c'est la réponse de Jean-Yves Le Drian. Sur Mokhtar Ben Mokhtar, vous avez un avis les gars? Bah moi mon avis c'est de dire que en tant que on va dire civil, simple citoyen, c'est d'arrêter de nous prendre pour de ce qu'on n'est pas, à inventer et à sortir des noms de ce personnage là macabre. C'est comme si c'est le remplaçant de Ben Laden. Il faut mettre un nom et un visage sur une personne qui représente un groupe qu'il va falloir combattre, le terrorisme. Une fois il est mort, une fois il est pas mort, une fois il est dans le sud, dans le nord du Mali, sud de l'Algérie, après il arrive en Libye. Ouais, c'est James Bond ou quoi lui? Ouais. C'est comme si on se moque de nous. Alors quelque part je me dis que les gens qui se disent vouloir lutter contre le terrorisme international, ils ont besoin d'avoir des noms et des personnages comme ça, et il faut absolument qu'ils restent en vie. Alors là ils l'ont ressuscité, et je me dis que c'est pas compliqué de zigouiller un gars, non? C'est digne d'un film hollywoodien. Voilà, c'est une production américaine. Moi, je dirais. Zigouille, c'est tout, là. Non, mais c'est même pas une question de zigouiller, c'est d'aller chercher ce monsieur et de le juger. Pourquoi le zigouiller? Et de le juger comme il se doit, à titre d'exemple. Oui, voilà. Après, tu le zigouilles. Il y a des gens qu'on a tendance à zigouiller plus facilement pour qu'ils ne parlent pas trop. Finalement, peut-être qu'ils ont des choses à dire. Ah, mais alors là, ne faisons pas la politique qui consistera à éliminer ceux qui auraient des choses à dire ou qui nous permettraient de comprendre certaines choses. Ouais, mais lui, il n'est pas dans le jugement, lui. Non, mais a-t-il... C'est pas un gars qui est là pour te juger. Non, il juge pas, lui. Hein. Non, voilà, donc faut pas se prendre, pour des... C'est un jugement particulier. On n'est pas, les amis. Hein. Voilà. Donc, allez, bon, donc Mokhtar Ben Mokhtar, voilà. Ouais, ok, très bien. On va passer donc aux avis tranchés, c'est parti, on y va. Non, c'est pas ça, c'est ça le jingle. Hop. Le jingle. Les mains du technicien, ils ont pris. 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et j'invite tous les auditeurs à écouter attentivement les avis tranchés, puisque vous allez pouvoir réagir entre chaque, donc en nous appelant au 01 40 33 9000. Allez Istem,
On y va, c'est parti. Très bien. Alors bonjour à tous. Alors Christophe, je sais pas si tu te souviens, mais la première fois que je suis venu intervenir ici, c'était pour parler des retournements de veste et notamment de Manuel Valls, qui était un des meilleurs retourneurs de veste du monde. Alors aujourd'hui, petite piqûre de rappel. Alors d'abord, qui est Manuel Valls? Dans quelles circonstances il a retourné sa veste? Alors il a été élu Premier ministre suite à la défaite de la gauche au municipal en 2014. Il fallait trouver quelqu'un qui incarnait un petit peu cette gauche qui a de la poigne, cette gauche un petit peu droitière. Ensuite de ça, il a évidemment démissionné pour se présenter aux élections présidentielles. Alors le premier retournement de veste a été dans un discours à Évry où il dira que l'islam est une part intégrante de la culture et des racines de la France, ce qui ne l'a pas empêché de soutenir l'interdiction du burkini et de dire que Marianne n'est pas voilée car elle est libre. Ensuite, deuxième retournement de veste, c'est pour annoncer qu'il est candidat au présidentiel. En arrière-plan, on a vu des gens d'origine asiatique, des gens d'origine maghrébine, des noirs, voire même des Mexicains et des Martiens pour faire gagner tout ce qui nous... Oui, il y avait des noirs, oui. Pour faire gagner tout ce qui nous rassemble. Fini le temps où il se plaignait qu'il n'y avait pas assez de white ou encore de blancos. Mais aujourd'hui, il nous fait un retournement de veste improbable. Un petit peu comme le coup de tête de Zidane en 2006. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il souhaite, selon ses mots, purement et simplement supprimer le 49.3. Alors, il dit au micro de France Inter, je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Bah voyons, encore heureux qu'ils connaissent les effets. Il a utilisé 6 fois. C'est d'ailleurs le seul ministre à l'avoir utilisé autant de fois. De là à dire qu'il le supprime pour conserver son record, il n'y a qu'un pas que je ne suis pas prêt à sauter. D'ailleurs, il a dit avant ça il se dit en fait en interne qu'il avait carrément une application sur son téléphone 49.3. Comme ça, dès qu'il proposait une loi, si au cas où il voyait que ça posait débat, hop, 49.3 depuis la salle de bain et ça passait. Il a dit ensuite au micro de France Inter, il a dit des trucs super marrants. Il faudra engager cette réforme à la rentrée 2017 avec le Parlement, soit en consultant le peuple qu'il a oublié de consulter 6 fois quand même. Consultation dont il s'est passé pour la loi Macron et pour la loi travail. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, s'il nous écoute, tout est possible, pourquoi pas. Si le peuple et l'Assemblée nationale refusent la suppression du 49.3, est-ce qu'il va lui-même utiliser le 49.3 pour supprimer le 49.3? Voilà. Et on dit souvent que les imbéciles ne changent pas d'avis. Est-ce que finalement Manuel Valls est l'homme le plus intelligent du monde, ou c'est simplement l'homme qui retourne le mieux sa veste, mieux que tous les Jackson 5 réunis? Voilà, c'est la question que je pose. Toréador, ce qui retourne. Merci Isnem. En tout cas, ça peut être même le code Wi-Fi de Matignon, 49.3. Oh, bah pourquoi pas. Non, l'appli elle est mieux, l'appli. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez réagir à 01 40 33 9000 par rapport à évidemment ces nouvelles déclarations de Manuel Valls ce matin sur France Inter sur donc l'utilisation, la suppression hors budget du 49.3, c'est ce qu'il a indiqué ce matin sur France Inter. Hakim. La question qu'on peut se poser, si je peux réagir brièvement, c'est comment c'est imaginable que Manuel Valls puisse être élu candidat des socialistes à l'issue de cette primaire. Comment? C'est-à-dire les gens qui vont participer à la primaire de la gauche peuvent avoir parce qu'il faut de l'audace, ou je pas envie d'utiliser des mots un peu plus grossiers. Comment ils peuvent avoir l'audace de le mettre au devant de la scène? Si on a eu Hollande, on peut tout à fait avoir Manuel Valls. Non, Valls c'est autre chose. Non, mais c'est même toi qui me disais que si Fillon était élu, et d'ailleurs tu as été très juste sur ça, ça va être Manuel Valls qui va se présenter. Souviens-toi quand tu m'as dit ça. Parce que peut-être il incarne le mieux le mec de gauche qui pourrait remporter, qui a cette place justement pour remporter. Alors la droite. Justement, non. Moi je pose des questions, c'est toi. Non. Alors en fait, face à une droite conservatrice telle que celle de Fillon, à mon avis, ça serait d'avoir une vraie gauche. Et c'est ce qu'il est en train de faire, finalement. Et lui, maintenant, ce qu'il est en train de faire, voilà. il est en train de se dédroitiser. Il est en train de se gauchiser, même. Même Mélenchon le trouve un peu trop à gauche. Mais la vraie gauche, c'est quoi? C'est une gauche libérale? C'est quoi exactement? Parce que là, il est vraiment très loin d'une politique de gauche. Globalement, la gauche, c'est la lutte c'est la lutte sociale. Oui, c'est plus de redistribution, plus de solidarité. Loi du travail 49.3. Maintenant, il y a beaucoup de social, le 49.3 pour la loi de travail. Mais il a retourné sa veste, c'est ça. Il a retourné sa veste, c'est devenu un mec de gauche finalement. Mais donc le suspense est à son comble à l'issue de ces primaires. Si avec cette sortie qu'il vient de faire maintenant si il est élu, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas de mémoire. Non, ça veut dire que les socialistes c'est une grosse blague. Et là où c'est plus on le savait déjà, Kim. Non, mais là c'est. On va pas attendre ça pour savoir que. Non, faut respecter quand même les adhérents du Parti socialiste.
Mais est-ce qu'ils nous ont respecté eux? Non, attendez. On pas les adhérents, mais non, là, je parle des adhérents c'est eux qui vont participer à la primaire de la gauche. Oui, faut bien mettre les choses à leur place. D'accord. Maintenant, notre question, c'est tous les ralliements qu'il a eu autour de sa candidature. Tous les ralliements qu'il a eu, il y a plein de grosses têtes qui sont alliées à la candidature de la primaire de la gauche de Manuel Valls. Et donc, je me dis, il est pas en train de les ridiculiser en faisant cette sortie-là, ce retournement de veste, comme tu as très bien dit, Islam? Ah, il s'attendait pas à ce que ça fasse autant de bruit, peut-être. Il pensait qu'on allait s'attarder sur le hors contexte budgétaire. Et connaissant le numéro, donc je me dis que ceux qui ont décidé de le rallier, ils sont dans une logique opportuniste de 2022. Parce que c'est impossible qu'avec ce genre de comportement, ils puissent être crédibles aux yeux de l'ensemble de l'électorat français pour les présidentielles. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est tellement ridicule, c'est tellement grave. En tout cas, il a rien de démocrate dans sa politique. Vu l'application du 49.3, tout ce qu'il veut imposer et faire passer en force, j'ai l'impression de voir un Sarkozy de gauche, tout simplement. Exactement. On va prendre l'avis de Mohamed, qui nous appelle de Paris. Salut Mohamed. Salut Mohamed. Bonsoir à tous. Je viens d'entendre que vous avez dit les taxis s'allient au VTC contre Uber. Ouais, vous êtes taxi, Mohamed, c'est ça? Exactement, je suis taxi, oui. Bon, alors qui a dit ça? C'est moi, je coupe. Istem. Alors, Istem, qu'est-ce qu'il mérite alors? Un blâme. Un blâme? Pourquoi? Bah, c'est vrai. Alors, Mohamed, vas-y, apporte-nous ta précision, Mohamed. Non, parce que on s'allie pas au VTC, parce que les VTC sont complices de ce système qui veut la déréglementation des professions françaises. Nous, notre problème, c'est pas Uber en particulier, c'est la déréglementation, surtout c'est l'État qui organise la déréglementation voulue par l'Union européenne. Ouais. Nous, il est hors de question qu'on s'allie avec les VTC qui sont complices involontaires de ce système. On n'est pas masochiste. Bah, qu'est-ce que tu racontais, Islam, alors? Non, on va dire une alliance objective, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que j'ai vu, que finalement, vu que les chauffeurs VTC et que les chauffeurs taxi, finalement, demanderaient la même chose pour qu'il y ait justement moins de recrutement de chauffeurs VTC, bah, ils s'allieraient. Et qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed? Mohamed? C'est logique, en tout cas. Non, mais nous, on s'en fout. Le problème, c'est pas... on peut pas s'allier avec les VTC. C'est impossible qu'on Non, dans le sens de limiter le nombre. Avec les chauffeurs, pas avec les chauffeurs VTC. Avec, justement, leur démarche, avec leur but, justement, qu'il y ait moins de chauffeurs VTC. Parce que dans ce cas précis, vos intérêts convergent. Mais la revendication, c'est pas celle-là. Pas vraiment, ils ont leurs intérêts. On a nos intérêts, et parfois, ils se rejoignent. Parce que lutter contre Uber, c'est... Uber est aussi, donc tant mieux. Oui, mais justement, là, ça se rejoint. Comment? Là, ça se rejoint, justement. Parce que c'est pas dans votre intérêt, Mohamed, en tant que taxi, qu'il y a encore de plus en plus de chauffeurs. Non, mais nous, peu importe, parce qu'à un moment donné, il y a un peu de ration. Donc, de toute façon, nous, maintenant, qu'il y en ait plus ou pas, c'est pareil pour nous. D'accord, en fait. Là, ils sont arrivés autant que les taxis, hein. Ils sont aussi nombreux que les taxis, parfois même avec les dossiers, ils dépassent les taxis. Donc, qu'il y en ait plus ou qu'il n'y en ait pas plus, ça leur fait du temps à eux. Parce que plus il y aura de chauffeurs qui viennent chez Uber, et plus Uber pourra imposer ses tarifs et faire ce qu'il veut. En clair, vous dites que ça dévalorise votre fonds de commerce. On peut dire au fait que les chauffeurs VTC se prennent en main, se mobilisent pour se défendre. Tant mieux, bravo les gars. Mais attendez. Ça a sorti énormément de gens du chômage, hein, le principe du VTC, quand même. Uber, ça a changé des gens qui étaient très très loin de l'emploi. Ça a sorti des gens du chômage, nous dit Istem. Oui, non, mais attends, tu pouvais faire taxi, hein. Mais non, après il y a une licence à payer que eux n'ont pas les moyens de payer, une formation aussi à payer qui n'ont peut-être pas les moyens de payer. Mais la plaque de taxi, elle sera forcément moins chère vu la concurrence, et puis ça permettra aussi à pas mal de personnes d'accéder à cette profession de taxi, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de se lancer en tant que taxi vu ce que ça coûte. Pas du tout, parce que vous avez trois statuts, vous avez les actionnaires, vous avez les salariés. Et vous avez les artisans. Oui, mais si vous voulez être indépendant, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Attendez, ils sont pas indépendants les mecs, ils sont pas à leur compte. Non mais je vous parle des taxis et leurs plaques. Non mais attendez. Si, c'est des chauffeurs indépendants, un VTC c'est un chauffeur indépendant. Bon. Il y a la commission qui part chez... c'est pas des salariés. Il y a un statut d'auto-entrepreneur, effectivement. Voilà. Mais dans les faits... C'est dans le papier, en théorie, mais dans les faits, le type, il est complètement dépendant des Uber. Oui, mais il n'a pas de lien Uber, il est aussi dépendant de Huge, ils sont dépendants de plusieurs... pour requalifier ça en salariat. Oui, mais ils n'ont pas de lien de subordination. Ils prennent une commande ou pas, ils sont libres de travailler ou pas travailler.
Ils n'ont pas l'obligation. Il y a de subordination parce que c'est Uber qui fixe les tarifs, c'est Uber qui fixe la tenue vestimentaire, c'est Uber pour le lendemain qui peut les déconnecter du jour au lendemain. Ça, c'est un contrat, il signe un C'est contrat, l'offre il y a qui des reprend conditions, c'est tout. à la demande, tout simplement. En tout cas, Mohamed, merci de ton appel et de la précision. C'est important quand t'entends une connerie de dite, bah tu peux appeler, il y a pas de souci. C'était pas une connerie. Ah, écoute, selon lui, c'est une connerie, donc voilà. Mais Mohamed, j'espère que tu fais découvrir à tes clients, en tout cas France Maghreb 2 et en particulier Grand Forum, on défonce après avoir ça. Exactement, bien sûr. Merci mon ami, merci à toi. Et je salue tous les taxis, les VTC, pas tous ceux qui nous écoutent, toute la France évidemment. Il ne fait pas de nuance ni de distinction entre les VTC et les taxis, que chacun essaie de travailler comme il se doit, mais surtout dans le respect. Allez, on va prendre un autre appel rapidement avant de passer à un autre avis tranché, puisqu'on parlait avec Islam donc de Manuel Valls et de ce retournement de situation, une nouvelle fois avec l'utilisation du 49.3 qu'il souhaite lui supprimer. Alors le 49.3 hors budget, il a précisé quand même, c'est important, ce matin sur France Inter. Vous pouvez réagir bien sûr au 01 40 33 9000. Je sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attentes, donc voilà, n'hésitez pas à insister aussi, d'autant plus que la plupart des automobilistes maintenant, ceux qui nous écoutent principalement en voiture, on le quitte main libre, donc ça va, c'est normal, on peut appeler tranquille. Allez, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Salim. Salut Salim. Bonsoir Salim. On t'écoute, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je voulais intervenir par rapport à ce qui s'est passé hier concernant la manifestation qu'il y a eu pour les habitants de Alep. Ouais, il y a une manifestation hier à Paris, c'est ça? Un rassemblement. Ouais. Oui, j'étais en plein milieu, en plein rassemblement. Ouais. Je sortais de Beaubourg. Ouais. Et en fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est que bon, c'est bien, c'est la manifestation, c'est une fois, c'est bien, mais la France, que font les politiques au juste? Parce que parler c'est bien, mais faire intervenir c'est bien bon, mais quand il s'agit d'intervenir dans d'autres pays, c'est bien bon, mais intervenir en Syrie, il n'y a plus personne en fait. Ah bah si, ils interviennent, mais pas forcément de la bonne manière, quoi, on va dire. Ah ouais, parce que quand même Bachar el-Assad, quand même il est en train d'exterminer son peuple avec du chlore, avec les bombes au chlore. Donc c'est quand même il faut qu'il fasse quelque chose quand même. Oui. Ok, bah merci Salim en tout cas de nous avoir appelé pour nous donner un petit peu ton sentiment sur ce rassemblement. Il y en a d'autres prévus, des rassemblements pour Alep. Évidemment, c'est important, et à ceux qui disent ouais ça sert à rien de se manifester, si ça sert évidemment, ne serait-ce que par solidarité avec le peuple syrien, parce que c'est avant tout à lui qu'il faut penser et non pas à ce que fait Bachar ou fait pas Bachar, ou ce que font les terroristes et ce que font pas les terroristes. On rappelle que les principales victimes et les otages de tout cela, ce sont évidemment les civils. Donc c'est à eux évidemment ce pourquoi on doit se déplacer pour manifester sa solidarité, parce que nous on est bien là confortablement assis le soir devant son canapé, devant en train de regarder Arte pour Hakim et je ne sais quoi, Énergie 12 pour Istem. Les anges. Les clichés, voilà, les anges. Jean-Marc, tiens, je te vois bien regarder France 5 toi aussi. De temps en temps, oui. Ouais, voilà, Arte, France 5. Regarde France 4 Monde, ou TV5 Monde. TV5 Monde. Non, France O. Ah non, ça c'est cliché, ça. Pas trop. C'est cliché. Pas trop. Ouais. Pour regarder la Martinique. Pas toujours. Ça m'arrive de temps en temps pour garder un peu le contact. Comment on dit comment ça va en créole? Comment ça va? Sac à mâcher, ça veut dire quoi? Sac à fête, voilà. Sac à fête. Ça veut dire quoi, sac à fête? Comment ça va? Sac à fête. Sac à mâcher, ça veut dire quoi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Sac à mâcher. Sacaille. Est-ce que Sacaille, ça veut dire qu'il la sacaille en ce moment. Oui, ça je te le confirme. Est-ce que ça va? D'accord. Est-ce que ça va, Sacaille? Ah, énorme. On apprend le créole, c'est magnifique. Hein, vive l'ouverture, mon cher ami Hakim. Allez, puisque t'es là, mon ami, que tu te trouves bien silencieux, à toi de jouer pour ton avis tranché. Alors, l'avis tranché, très brièvement, ce serait de rappeler, en ces moments d'intenses émotions dues aux images du conflit syrien, que ce soit une occasion pour se rappeler de sortir de la réaction à chaque fois et de considérer aujourd'hui encore plus que jamais que la solidarité entre les humains, entre les personnes, est un rempart contre la barbarie entre les humains. La solidarité, c'est un lien d'engagement entre des personnes autour des causes communes.
Si notre cause commune, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, c'est une forme de chemin vers un mieux vivre, un mieux être ensemble. Si ça c'est l'objectif, alors il faut le construire, il faut le bâtir et il faut le garantir. La barbarie entre les humains, c'est considérer que l'autre n'est pas comme moi, ne fait pas partie de ma famille, ne fait pas partie de ce que je représente, n'est pas engagé dans les mêmes causes, et voire même qu'il est contre mes intérêts à moi, et je vais pouvoir faire à son encontre des actes de massacre, de répression, de torture et des tueries. Arriver au summum de la considération que l'autre, il est contre moi. Alors, une fois que ça s'est arrivé, on dit on pleure parce que regardez ce qui se passe dans le monde. Comme il vient de nous le dire un peu maladroitement, mais il a su l'exprimer, Samir, là, l'auditeur à l'instant. Il parlait, j'ai fait un rassemblement en signe de solidarité. Or, ce rassemblement qu'il y a pu y avoir hier, ce n'est qu'une réaction face à quelque chose qui était déjà mis en place depuis pas 5 ans, depuis des dizaines d'années, c'est comme ça. Le remodèlement du Moyen-Orient et la domination non seulement des peuples, mais la recherche de l'énergie, de la matière première. Ça fait longtemps que ça existe. Et le fait qu'il y ait des morts et des victimes innocentes et qu'il y ait des vidéos et des témoignages, ça heurte, certes, mais ce n'est qu'une conséquence de notre manque de solidarité au préalable. Donc, là, ce que je voulais transmettre, c'est de dire la valeur très importante de cette solidarité en bonne intelligence. Une solidarité bienveillante et à titre préventif. Et c'est la solidarité, à mon sens, qui est le garant de la paix et surtout de la stabilité. Voilà. Très bien. Réaction, Jean-Marc ? Non, c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est clair qu'il faut une solidarité, c'est clair qu'il faut le respect entre les gens et surtout aussi de la tolérance. Pouvoir tolérer une autre culture, une autre façon de penser, une autre façon de s'habiller. Le vivre ensemble est très important. Sans le vivre ensemble, c'est pas possible. La société ne peut pas fonctionner. On imagine comment maintenant les Syriens vont vivre ensemble ? Vous vous rendez compte ? Là, comment ils vont penser les blessés, comment les meurtris, la vie pour ces orphelins, pour ces veuves, ces veuves, pour tous ces gens qui partagent pas forcément la même obédience. Enfin, ils sont musulmans, mais il y en a qui disent oui, moi je suis pas chiite, je suis sunnite, moi je suis pas sunnite, je suis chiite, moi je suis sunnite, je suis contre les chiites. Vous imaginez tout le massacre qui a eu lieu à cause de ce manque de solidarité ? Il y a que s'imaginer que chez les chiites, il y a plusieurs mouvances, il y a plusieurs branches. Chez les sunnites, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs mouvances. On n'a pas fini, on s'en sortira pas. C'est pour ça que entre chiites, ils sont pas d'accord. Entre sunnites, ils sont pas d'accord. Au niveau c'est très compliqué. Au niveau, c'est-à-dire de matière scientifique, dans la discussion, dans la considération des choses, c'est pour ça que la solidarité elle doit primer au-delà des clivages. Ouais, on est absolument. des humains avant tout. C'est pour ça que je parle de la solidarité entre les humains. La solidarité, ça t'évoque quoi, mon cher Islam ? Non, la solidarité, c'est vrai, comme il a dit, on est tous des humains, on est tous des fils d'Adam, comme on a l'habitude de le dire dans les religions. C'est vrai qu'il a raison quand il parle que le monde finalement se rapproche, enfin que les frontières tendent à disparaître étant donné l'utilisation qu'on a. Non, même pas, mais avec les réseaux sociaux et tout. On voit des images et tout. Ça fait partie de la mondialisation. Et mine de rien, on devient sensible alors qu'on devrait justement être plus solidaire. Et pourquoi est-ce qu'on est toujours dans la réaction ? Ça, c'est une question. Et cette solidarité doit se faire bien avant, à titre préventif. C'est pas une fois que ça tombe sur la tête qu'on devient solidaire, qu'on participe à des rassemblements, qu'on envoie de l'argent à telle ou telle ONG. Aujourd'hui, tu parlais des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, quelqu'un, il va avoir un accident, il va avoir une chute, le premier réflexe, ça va être de lui faire une photo ou de filmer, et non de lui tendre la main. Déjà, ça, c'est un réel problème. Avec tous ces masses médias, avec tous ces systèmes virtuels informatiques, la démocratie devient soluble. Jean-Marc, on va parler de quoi dans un instant avec toi ? Alors, je voudrais parler selon la CIA, la Russie aurait aidé Donald Trump. Ah oui. À l'élection américaine. Je trouve ça. Apparemment, c'est suite à une erreur de frappe. Quid. Allez, bien dans un instant, vous saurez tout et vous serez évidemment invité à nous appeler pour bien sûr participer à cette émission. Dans un instant, vous aurez un peu plus l'accès sur le sujet de votre choix. Et on parlera aussi de la primaire socialiste parce qu'on va connaître les candidats officiels
Ils ont jusqu'à ce soir pour déposer leur 18 heures. parrainage. À la fin de 18 heures. l'émission, on aura tous les candidats. Ils seront à peu près 8, visiblement, d'après nos calculs. On fera le compte donc tout à l'heure. Et puis on passera évidemment au coup de cœur de notre ami Hakim Rahal, de Islam Saïli et de Jean-Marc Zébélus sur France Maghreb 2. Restez avec nous, c'est le grand forum. Le vrai, quoi. LGF, jusqu'à 18h30 sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Islam Saïli, Hakim Rahal, qui nous a toujours pas rapporté de pizza d'ailleurs. Venez à Duny Pizza Fox, Christophe. Ouais, Duny. Vous êtes invité, toute l'équipe, hein. Islam, tu veux. C'est gratuit. Vous êtes invité. Ouais, je viens ce soir. Alors. Vous êtes invité. On est nombreux. Hein. Mais venez avec plaisir. Bon, voilà, Pizza Fox. Mais attention, les auditeurs t'écoutent, tu leur fais un prix quand même. Et venez, c'est tout, c'est l'essentiel. Non, mais tu leur fais un L'argent, prix. c'est secondaire, on s'en fout de l'argent. Voilà. Dès qu'il y a le mot invité, ouais, non, c'est secondaire. Jean-Marc Zébélus, expert en immobilier, le Stéphane Plaza de France Maghreb 2. Ah non. Ah non, pas Stéphane Plaza. Ah non, pas ça. Stéphane Plaza, c'est le. Non, non. C'est le mec qui vend les appartements là. C'est Hakim Pizza, c'est pas Plaza. Et puis je vous jurerai ça en guise de coup de cœur musical tout à l'heure, c'est l'hommage donc de Douzi à Hakim, pas Hakim Rahal. Oui. Oh là, ça va pas bien moi. Ah non, ça va. Non, Hachem Barakil évidemment. Mazal, ça veut dire quoi? Pas encore ça? Oh non, c'est encore. Encore. Ashraq fil bal, il dit, ça veut dire c'est-à-dire mon sentiment envers toi, il est toujours dans mon esprit. Justin Timberlake. On se l'écoutera tout à l'heure de Justin Timberlake du Maroc. Voilà. Moi, je suis pas fan, je suis pas fan. T'es pas fan de quoi? Non, je suis pas fan. Toi, t'écoutes Mozart, toi? Même pas, non. Non, t'écoutes quoi, musique? J'étais très branché musique, ça c'est vrai, ça. Ouais, mais t'écoutes quoi? Ouais, Michael Jackson. Ouais. Michael Jackson. Ah, The Bon. King, ouais. Très bien. D'ailleurs, je vous raconte, vous connaissez le rappeur Medine? Bien sûr. Il est parti en Birmanie. Et il a raconté sur les réseaux sociaux son voyage, son arrivée à Rangoon, donc qui fut un peu catastrophique, 4 heures de retard, non pas au décollage mais à l'arrivée, puisqu'il n'y avait pas cette visibilité également pour atterrir donc à Rangoon. Donc ils ont dû repartir. Et puis il dit quand t'arrives donc à l'aéroport de Rangoon, et ben là t'aperçois des carcasses d'avions, donc bonjour l'accueil. Wow. Après tu fais face évidemment à un contrôle assez poussé. Il a rasé un peu sa barbe, l'ami Medine, hein, vous le connaissez avec sa barbe, il l'a rasé un peu, c'est une barbe de 3 jours là qu'il a, et il évoque donc son arrivée dans le taxi, où le taxi moine donc pas très copain avec les Rohingyas, et en l'occurrence il a dit donc sur les réseaux sociaux, j'ai su être conquis par la musique qu'il écoutait dans son taxi à fond, Michael Jackson. Donc voilà, Michael Jackson évidemment jusque en Birmanie. D'accord. Tout ça pour dire ça. Kamel le taxi, salut. Salut Christophe, salut à toute l'équipe. Salut Comment Kamel. allez-vous? Ça va nickel. Ça va nickel Kamel. Je sais pas si tu te rappelles de moi Christophe, j'ai déjà appelé plusieurs fois précédemment. Alors tu sais le nombre d'auditeurs qui m'ont appelé depuis que je fais de la radio, c'est-à-dire à peu près 20 ans, mon ami Kamel. Voilà. Bon, Kamel, qu'est-ce qui se passe? En fait Christophe, j'appelais pour remettre un peu les choses dans le bon ordre et puis recontextualiser les choses un peu. Tu as bien fait. Par rapport à la profession de taxi, VCs, les VTC. Ouais. Un peu, comme on dit, en ce moment il y a un battle entre les taxis et les VTC. Ouais. Mais je voulais revenir sur certains propos et moi j'adhère à ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue. Quoi qu'il arrive, il faut que les médias arrêtent de dire que nous on s'assimile ou on est pour faire une coalition avec les VTC. Jamais de la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, on a payé une licence qui nous donne une autorisation de marauder, de charger et de stationner sur la voie publique. Et ça, il faut que les gens se le mettent bien à l'esprit. Pourquoi? Parce que en ce moment, si vous voulez, vous avez de la part des plateformes une certaine stratégie qui est de dire oui, on offre une prestation, un service, tout ça pour combler un peu les désirata et les désirs des clients. Ouais. Voilà. Par contre, qui a dit tout à l'heure justement, c'est le chroniqueur qui est dans votre émission. Islam. C'est moi. Oui, voilà, Islam, qui a dit qu'on pouvait trouver une entente. C'est pas possible, Islam. Je vais t'expliquer pourquoi, si je peux me permettre de tutoyer. Je t'en prie. Vas-y, c'est la famille ici. C'est la famille, c'est la street. Très simple, très simple, très court. C'est toi qui as une pizzeria ou pas? Non, c'est Hakim. C'est Hakim. Voilà, alors on va prendre l'exemple de Hakim. Ouais. Pour revenir sur les propos de Islam. Hakim, il a une pizzeria. Pizza Fox, Donc, dans sa pizzeria, il a un local, il a du matériel, etc. Ouais. Est-ce qu'il accepterait qu'une personne vienne avec sa baraque à frites, avec un truc, il se met devant sa pizzeria avec sa glacière et il vend ses produits sans payer une autorisation pour pouvoir s'implanter? C'est possible ou pas? Hakim,
Vu comme ça, a priori non, mais après je pourrais négocier avec lui parce que s'il a l'autorisation pour sa baraque à frites, je pourrais lui. Il a dit sans autorisation. Ah, il a sans. Bah non. Sans autorisation. Ah. Ouais, mais ils sont pas non plus hors la loi, les VTC. Ah non, s'il est hors la loi, il y a la loi pour régler ça. Hakim, Oui. sache une chose. Oui. Tous les jours, quand ils chargent ces gens-là, ils sont hors la loi. Je t'explique pourquoi. Ah. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de charger sur la voie publique. Alors que fait la police une loi. dans ce cas-là s'ils sont hors la loi? Attends. Oui, mais parce que ils sont pas parce que d'accord ça par veut dire hasard que l'État ne fait pas son taf. D'accord. En fait, t'es en train de nous je savais dire, pas. t'es en train de nous Ils sont dire. hors la loi, mais ils C'est pour bossent ça quand que même. la licence, juste une dernière phrase, messieurs, une dernière phrase. C'est pour ça que la licence, on la paye un certain prix. Ils nous donnent cette autorisation de charger, marauder et stationner sur la voie publique. C'est pas donné à quiconque de pouvoir le faire. Et ces gens-là, ils ont détourné la loi sous la complicité du gouvernement. C'est pour nous, en fait, on n'a rien contre les chauffeurs des VTC, mais en soi, on leur en veut quand même aussi un peu. On n'a rien contre eux, mais on souhaite qu'ils. Non, mais en fait, c'est ça. non, mais attends, c'est Samir, c'est l'auditeur, c'est ça? Non, c'est Kamel. Kamel, pardon, excuse-moi, Kamel. Donc, t'es en train de dire, purement et simplement, que la profession qu'ils exercent, elle est hors la loi. Non, elle est pas illégale. Elle est illégale. Non, mais par contre, elle est sous la complicité du gouvernement. Vous savez très bien qu'en ce moment, il y a du chômage. Tu peux dire qu'ils ont contourné la loi, mais non, ils sont pas. S'ils sont avec la complicité du gouvernement, ils sont plus illégaux. Si le gouvernement justement les tolère. En fait, justement, pour reprendre l'exemple d'Hakim, justement, Hakim, imaginons que imagine que la baraque à frites en face de chez toi, en face de Pizza Fox, ouais. Ouais, voilà, en face de Pizza Fox, elle est contournée la loi et elle se permet de faire ça. Sauf que elle offre déjà, elle est moins chère parce qu'il faut dire quand même un taxi c'est plutôt onéreux. Elle est moins chère, la baraque à frites est moins chère et en plus de ça, elle propose des services que toi tu ne proposes pas. Qu'est-ce que ça va te pousser? Ça va te pousser à innover. Ça va te pousser. Attends, laisse-moi finir. Ça va te pousser justement à proposer d'autres services. Uber propose des services que les taxis ne proposent pas. Déjà les taxis quand on rentre le soir, on peut pas payer par carte bleue. Ça veut dire on doit s'arrêter toujours à un point. Je comprends. Il y a des trucs avec les applis qui rendent service. Donc justement oui, moi aussi je comprends quand même. Mais je voudrais juste que moi de ma vision, les taxis pourraient aussi faire un effort et se pousser à innover pour justement être dans un marché concurrentiel parce qu'à ce ci vous avez le monopole. Le monopole vous empêche justement de proposer des meilleurs. Oui, c'est moi, Jean-Marc. Je dis Kamel, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que en fait vous êtes sous une contrainte réglementaire. Vous êtes très encadré, vous avez même des horaires. À tout moment, on vous met pour quoi que ce soit. C'est comment votre prénom, monsieur? C'est Jean-Marc. Jean-Marc, je te dis aussi. Jean-Marc, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation. Oui. Dans ce cas-là, c'est comme dans tout commerce ou business. Tout à fait. Je suis d'accord. La réglementation, c'est l'anarchie. Vous avez des charges qui sont plus importantes. Vous avez. Il y a une brigade. Ils ont une brigade qui les surveille. Au-delà de ceci, je te pose une question. Oui. Dans un cadre business, commerce, type n'importe lequel. T'as une réglementation. Tu la respectes pas. C'est l'anarchie. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Moi, je comprends. Je dis que ils sont pas encadrés autant que vous. Ils ont pas les mêmes formations que vous. Ils ont pas les mêmes coûts que vous. Ça a sorti des gens du chômage. Et que faut voir les bons côtés aussi. Et que quelque part, moi, mon père était taxi, Kamel. Mon père a été 40 ans taxi, Kamel. Donc je sais ce que ça coûte et je sais que quand il pouvait pas payer ses charges, tous les avis à tiers détenteurs, tous les trucs, il était dans le viseur. Jean-Marc, s'il te plaît, Jean-Marc. Au-delà du fait de combien ça coûte ta licence. Au-delà de ce. Non mais c'est quand même important. Mais bien sûr. Bon, Kamel, est-ce que tu peux faire une big dédicace à tous les VTC qui nous écoute? Jamais il va. Quoi? Vas-y, mais Kamel, tu écoute. préfères quoi? Tu préfères qu'ils fassent ça ou qu'ils traînent dans le bâtiment? Donne-leur un message, dis-leur, ne maraudez pas. Vas-y, fais-leur un message. Christophe, tu veux que je fasse une Ola aussi pendant qu'on y est? Non, mais c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte aussi aux taxis marrons, à tout, avec tous ces détournements. Même moi, je suis pas contre les taxis, hein, Kamel, mais en tout cas, là, vous avez un intérêt qui est commun, c'est-à-dire que Uber. Non, mais n'importe qui peut se pointer et dire qu'il est VTC. On a pas vraiment les moyens de contrôler un taxi. Moi, j'aime bien les VTC, les taxis, j'aime bien tout le monde, moi. Moi, j'ai pas envie de me mouiller dans l'histoire. Quoi, quelle question? C'est quoi ta question? Je te demandais. Quand il y a une réglementation, est-ce qu'on doit la respecter ou pas? Bah évidemment. Elle est respectée, Kamel. Non, il t'a dit ils font du rabattage, ils maraudent. Jean-Marc, elle est pas respectée. Non, c'est pas moi qui parle. Non, mais Kamel. Dans ce cas-là, pourquoi la police les arrête pas? Non, mais je comprends ton sentiment d'injustice, mais elle est pas. Je la donne la réponse. Vas-y, pourquoi la police? La police par rapport à l'état d'urgence, ils sont débordés. Ils peuvent pas assumer le truc. Alors attends, c'est très important ce que tu dis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu nous dis que les VTC sont hors la loi,
D'accord, jusque-là j'ai raison. Et que la police pourrait empêcher à ce que les VTC puissent exercer ce qu'ils font actuellement, mais ils le font pas parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. C'est ça que tu nous dis aujourd'hui, Kamel ? Ça, et puis il y a un manque de moyens pour pouvoir les arrêter. Pourquoi ? Donc ils sont véritablement hors la loi, d'après ce que tu nous dis. Tous les jours ils sont hors la loi parce qu'ils chargent sur la voie publique, alors que normalement... seul le taxi est autorisé. Voilà, le problème c'est le rabattage. Le transport de personnes à part. VTC, appelez-nous tout de suite. Ouais, Appelez-nous, un VTC qui nous appelle tout de suite. Bouge pas, Kamel, bouge pas parce que moi ça m'intéresse. Attends, je prends un appel au hasard. Est-ce que t'es VTC ? Allô, bonjour. Allô ? Ouais, pas VTC, tu rappelles après, mon ami. Cherche un VTC là, 01 40 33 9000. Allez-y, appelez-nous maintenant parce que je veux qu'on mette. Allô, bonjour. Oui, c'est Méziane, salut. Ouais, quitte pas Méziane, on cherche un VTC, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? T'es pas VTC, toi, moi je suis VV, je sais pas quoi. Ouais, t'as passé l'âge, mon ami. Excusez-moi, messieurs, c'est ouais, super important quand même de se renseigner avant tout. Bien, je dis pas que vous n'êtes pas renseigné, parce que vous êtes une émission quand même qui est allée. J'aime bien votre émission. Mais par contre, justement, on fait du bashing taxi pour nous, en fait, qu'on dise que nous, on veut pas qu'il y ait des acteurs qui rentrent sur notre marché, mais faut rentrer avec des règles. Non mais Kamel, on fait pas du bashing taxi. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis plutôt du côté des taxis. À vous, les gars. Parce que je pense que les taxis, ils ont le droit d'exister. On doit leur donner les moyens d'exister et toutes les contraintes qu'ils ont, toutes les lois qu'ils doivent appliquer, doivent être appliquées aussi aux autres. VTC 01 40 33 9000. Ce conflit, je vous assure, je vais vous dire une dernière chose. Ce conflit va plus loin que le conflit taxi VTC. Nous, on est touchés aujourd'hui. Demain, il y a plein de professions qui vont être touchées. Les notaires et tout, etc. Le capitalisme sauvage à l'état pur, simplement. Bon, merci Kamel. Merci Kamel. De la chance, on n'a pas trouvé de VTC. Salut à toi. Kamel. Merci Kamel. Ah ouais, non, mais les amis taxis sont nombreux à nous écouter, les VTC, tout ça. Donc, quand on parle d'eux, direct, ils sont là. Ils agissent direct. Bon, Jean-Marc, on t'a pas oublié, mon ami. Ton avis tranché pour nous parler de la Russie qui aurait peut-être participé à l'élection de Donald Trump. Alors, selon le Washington Post, il semblerait que la Russie a aidé Monsieur Trump, qui a gagné les élections américaines. Trump, tu l'appelles ? Ben oui, c'est un monsieur. C'est comment je pourrais l'appeler ? C'est pas une femme. Trump, c'est Trump. Trump, comme tu veux. Trump. En tout cas, vous m'avez compris. Donald Trump. Vous le laissez dans son avis tranché, s'il vous plaît ? C'est la règle. Alors, l'agence de renseignement estime que l'objectif de la Russie était de favoriser un candidat par rapport à un autre, ce que révèle bien sûr le Washington Post. Il y a une évaluation secrète de la CIA, soi-disant, qui conclut que la Russie a interféré dans les élections présidentielles américaines pour aider Donald Trump à la remporter. Alors, c'est quand même assez troublant. Aujourd'hui, on a un conflit qui se passe en Syrie où on oppose les États-Unis, soi-disant, pour son inaction, et la Russie, on dit, qui est vraiment trop active. Donc on se demande si tout ça n'est pas déplacé sur la nation américaine, dans les États américains. L'équipe du président élu a immédiatement rejeté ces conclusions de la CIA, jugeant que les analyses qui y sont parvenues sont les mêmes que ceux qui disaient que l'ancien président irakien, Saddam Hussein, disposait d'armes de destruction massive. Donc, il faut trouver l'erreur, et c'est quelque chose de très troublant dans l'époque où nous vivons. Jean-Marc Zébélus, donc un instant pour nous parler donc de cette élection et de l'implication de la Russie concernant l'élection de Donald Trump. D'ailleurs, vous savez qu'apparemment il y a quelques grands électeurs qui menacent de retourner en veste. Il se pourrait que Donald Trump ne puisse pas accéder à la Maison Blanche. C'est le bruit qui circule. Ça, je n'y crois pas. Ça serait énorme. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est le rapprochement et la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Ça c'est sûr. Sous Donald Trump, le conflit se déplace. Et je trouve que c'est une bonne chose pour l'humanité. Et il faut dire une chose aussi, c'est que l'élection qui a pris fin il y a déjà un certain temps s'est soldée par l'une des plus larges victoires de l'histoire au niveau du collège électoral, tout simplement. Très bien. Allez, bon, j'ai pas trouvé de VTC, j'ai encore un autre taxi. Salut Mohamed. Je vais prendre cher, moi. Mohamed. Il est où Mohamed ? Il a dû charger apparemment. Il est parti Mohamed. Bon, 01 40 33 9000. Ouais, apparemment tu vas prendre cher mon ami. Islam. Faut pas s'attaquer au taxi mon pote. Je me suis pas attaqué au taxi, j'ai juste dit pas attaqué au taxi. Qu'ils avaient les mêmes intérêts que non, les ils ont VTC. pas les mêmes intérêts. C'est trop caricaturé. T'as dit qu'ils peuvent se rejoindre dans le rassemblement qu'il y a eu ce matin, c'est ça, Orly ? Exactement. Pour que Uber justement recrute moins de chauffeurs. Il y avait une solidarité. Voilà. Maintenant, Islam, en fait, ce qu'il est en train d'évoquer, Kamel, si tu nous écoutes encore,
c'est une forme de solidarité malgré les conflits d'intérêts que les taxis ont avec les chauffeurs VTC. Voilà, toi qui disais comment il t'a sauvé la peau. Toi qui disais qu'il faut lutter contre l'ultralibéralisme et aller vers plus de liens sociaux, peut-être que là il y a une occasion. Il y a quelque chose à faire jouer en revendiquant la réglementation et les intérêts des taxis face au VTC qui, c'est vrai, et Islam, il faut que tu le dises, qu'il y a quand même une concurrence déloyale entre taxi et VTC. Il faut dire les choses. Ils font pas du. En fait, quand tu commandes un VTC, là, il parle de maraude. Non, mais quand tu parle de. Non, mais le VTC ne tourne pas. Il parle de racolage. Il fait pas de racolage, le VTC. Mais toi, attends, reçois sur son appli. Ça, c'est en théorie. Attends, Islam. En théorie. C'est en théorie, ça, frère. Ils sont pas contrôlés. Si tu viens à Bastille le soir. Ouais. Et tu vas voir le cinéma qui se passe. C'est vrai. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Une fois, deux fois, trois fois, 01 40 33 9000. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bonjour. Il y a personne, très bien. En tous les cas, cette histoire de taxi versus VTC, moi j'invite les chauffeurs de taxi de longue date de cette noble profession à ouvrir un espèce de dialogue serein avec cette jeune profession de VTC et ne pas oublier qu'il y a des taxis qui ont vendu et qui se sont séparés de cette profession, qui ont vendu leur licence pour devenir à leur tour VTC. Il y en a, on en connaît. Maintenant, l'idéal, c'est le service qui est fourni donc aux usagers, voilà, par les taxis et ici par les plateformes de mise en relation, telles que Uber, mais aussi il y en a plein d'autres, hein, voilà. C'est toujours aller vers cette solidarité et d'arrêter les clivages. Parce que finalement, vous êtes dans la même profession et vraisemblablement, vous êtes issus des mêmes milieux sociaux. Allez, dernier appel, Mohamed, salut. Tarek, salut, tu nous appelles d'où, Tarek? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe? T'es quoi? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Moi, je suis VTC, là. Ah ouais, Tarek. Tu vas prendre ma défense, VTC. non? Alors, Tarek. Salut, Tarek. C'est pour répondre à une des personnes qui sont au plateau, là. Ouais. Pas Jean-Marc, mais je pense que c'est l'autre personne, j'ai oublié son nom. Hakim et Islam. Voilà. Non, mais il est pas sérieux quand il dit qu'ils ont sorti les gens du chômage. J'espère qu'il est pas sérieux. Ah oui, ça c'est Islam, ça a sorti des gens du chômage. J'ai l'impression d'entendre un politicien sur un plateau de télé, un plateau de télévision. Ils ont sorti quel genre du chômage? Ils appellent ça du travail. Ils appellent ça un boulot. Hein? Pour moi, un boulot, c'est pouvoir faire vivre sa famille, pouvoir partir en vacances, faire des projets. C'est ça le boulot. C'est pas du lance-pierre. On n'est pas des mendiants. C'est ça. Hein? Mais ça a quand même sorti des gens du chômage, même si c'est une précarité. De quel chômage? Mais de quel chômage? Des gens qui faisaient rien, qui ne travaillaient pas, qui étaient loin des emplois, justement, qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas de formation. Aujourd'hui, maintenant, ils travaillent, même s'ils sont mal payés. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que les frais d'entretien de la voiture coûtent extrêmement cher et qu'au final, ils font du 45 heures et ils touchent même pas le SMIC. Mais ça sort des gens du chômage. Ça, c'est le discours d'un politicien que t'as appris par cœur. Alors, je suis désolé. C'est pas ça, sortir les gens du chômage. C'est quoi ton discours, l'ami? Sortir les gens du chômage, c'est les respecter en leur donnant un vrai boulot. Un boulot qui puisse les faire rêver. Tarek, t'es VTC, tu m'as dit, c'est ça? Voilà. Bah pourquoi t'as choisi ce travail alors? Pour sortir du chômage? Parce que je le cache pas. Non, je le cache pas. J'étais un peu dans la merde. Mais au vu de constatation des choses, bah je peux te dire que... Tu y es toujours. D'ici un mois, je me donne un mois pour quitter ce domaine. Ouais. Parce que c'est pas possible. T'es en grève aujourd'hui? Est-ce que t'as manifesté ce matin? Pardon? Est-ce que tu as manifesté ce matin? Oui, j'ai été, bien sûr, par solidarité pour les amis, tout ça. Mais, Tarek. On monte notre tête comme tout le monde, mais voilà, je me donne pas plus d'un mois pour partir, changer. T'es en train de dire quoi? C'est-à-dire que ça marche pas, pourquoi? Parce qu'il y en a trop? C'est quoi le problème? Justement, ils ont changé, ils vont prendre trop de commissions. Ils ont vendu du rêve aux gens. D'accord. Ils leur ont fait croire qu'il y avait du boulot pour tout le monde. Comme disait le monsieur taxi juste avant, c'est ça. C'est quand on réglemente pas les choses. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. C'est pas possible. C'est la porte ouverte à tout. Voilà. Est-ce que les VTC sont hors la loi, Tarek? Pardon? Est-ce que les VTC sont hors la loi aujourd'hui? Ben écoute, moi personnellement, j'en vois certains qui font correctement leur boulot, mais la majorité c'est dur. Donc voilà. Et il y en a certains qui sont obligés, ils sont sur la limite quoi. Voilà. Ils seraient pas hors la loi, mais ils se mettraient dans les situations de hors la loi par moment. En fait, c'est leur situation qui leur permet. Quand t'as faim, t'es prêt à tout. Ouais, c'est votre situation qui vous met hors la loi finalement.
La tentation est grande. Pas qu'il les met hors la loi, qu'il les pousse La tentation à se mettre hors la loi. À un moment, j'ai songé à rejoindre le monde du taxi. C'était juste que j'avais pas les 3000 € de la formation, mais voilà. Bah en tout cas, bon courage à toi Tarek et merci d'avoir appelé et puis à très vite. Merci Tarek. Tarek, beaucoup de Bon bah même les VTC te sont tombés dessus Islam, hein, pour dire. Bah tu vois, encore quelque chose qui va les unir. Alors apparemment, il a des dons de politicien. Bah écoute, donc, moi futur concurrent de Maïs Valls. Peut-être. Je retourne pas ma veste aussi bien que lui. Ah bah t'as du chemin encore à faire. Hein. Langue de bois, tout ça, faut que tu t'y mettes. Hein. On y va. C'est parti pour les coups de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors le coup de cœur de Monsieur Jean-Marc Zébélus sur France Maghreb 2. Mon coup de cœur aujourd'hui se dirige par rapport à un appel du monde du cinéma français pour libérer l'Iranien Kewan Karimi. C'est un réalisateur iranien qui est on va dire sunnite, ce qui représente pas la majorité. Il avait réalisé un reportage qui relatait plus ou moins les graffitis avant, post-révolution et jusqu'à avant la révolution et post-révolution. Et ce monsieur a été, suite à la diffusion de son reportage, il a été condamné à 1 an de prison ferme et 223 coups de fouet. Kewan Karimi a finalement été incarcéré. Son crime est de réaliser des films. Souligne cet appel signé par plusieurs organisations professionnelles du cinéma. Il n'y a pas que les Français qui se sont levés contre ça. Il y a aussi quelques organisations européennes comme la Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel. Très bien. Le coup de cœur donc de Jean-Marc Zébélus. On enchaîne avec celui de Islam Saïli. Saïli. Pourquoi j'ai dit quoi? C'est Saïdi, un truc. Non, Saïli. Bon, allez, c'est pas grave. Islam Saïli. Alors moi, je voudrais cherchez-le les VTC taxis sur Facebook. Islam Saïli. Ah, ils vont s'énerver contre moi. Hein. Bah, je vais faire un coup de cœur sur les taxis, tu sais, le gros démago. Ouais. Non, je plaisante. Je vais faire un coup de cœur plutôt sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a eu un petit peu désuétude sur ce que c'était. Et là, ces derniers jours, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui peut rapprocher les gens. Et mine de rien, c'est un coup de cœur qui va être triste parce que je vais parler d'Alep. Et moi, j'ai trouvé, et en tout cas, ça m'a beaucoup touché ce que j'ai vu sur Twitter et sur Facebook. Énormément de gens ont réagi en solidarité à ce peuple, et justement, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter, qui permettait aux gens qui vivaient leurs derniers instants, qui respiraient qui avaient leur dernier souffle, de tweeter leurs dernières minutes sur Terre, et avec ça, on pouvait se rendre compte justement de l'horreur qu'il y avait pas si loin de nous finalement, parce que les réseaux sociaux, ça nous a tous rapprochés. Par exemple, dans les années 30, voilà, où il y a eu la Pologne, et c'était pas si loin de la France que ça, et c'est pour ça que les Français avaient manifesté et étaient profondément choqués par ce qui se passait. Et là, aujourd'hui, je pense que en 40, s'il se passait la même chose en Syrie, personne n'aurait réagi. Et voilà, souvent dans les réseaux sociaux, on partage beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, et ils sont souvent pointés du doigt. Et sur ce coup-ci, je trouve que ça a été très utile en tout cas, et c'est un nouveau média, je pense, et quand c'est bien, faut le dire en tout cas. Et moi j'ai trouvé ça beau, et je trouve que c'est une très très belle utilisation des réseaux sociaux, qui est de rétrécir le monde. Je vous invite à aller aimer la page de Islam Saïli. Il fait des vidéos assez marrantes d'ailleurs, et notamment la dernière en date, c'est sur la bagarre entre Soral et comment il s'appelle d'ailleurs, Daniel Conversano, ouais, voilà. Donc c'est très marrant, vous allez voir, allez l'encourager. Donc Islam Saïli, ça s'écrit Islam, donc ISLEM, Saïli HILI tout simplement. Donc vous allez taper ça sur Facebook, vous allez vous liker sa page en masse. On compte sur vous évidemment. Dans un instant, Hakim, ton coup de cœur en rapport avec la situation en Syrie. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum, merci d'être avec nous. Et dans quelques instants, le j'aime ou j'aime pas. D'ailleurs, c'est un auditeur qui veut faire le j'aime ou j'aime pas avec nous, qui nous appelle tout de suite 01 40 33 9000. Je prendrai le premier d'entre vous, évidemment. Mais juste avant cela, on va écouter. Et j'avoue que je l'aime bien, ce petit coup de cœur de notre ami Hakim Rahal. Donc le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est sortir de l'émotion très grande et très forte qu'on a eue au vu des images et témoignages de ce qui s'est passé il y a 3 jours à Alep, et d'essayer de remettre de l'ordre dans ce conflit, pas seulement syrien, mais
irakien, syrien et le Moyen-Orient dans son ensemble pour sortir de la propagande de guerre. Parce que propagande, il y a tout le temps. Quand il y a la guerre, il y a toujours des camps qui s'affrontent à coup d'informations. Christophe, je te propose ces 2 minutes 30 secondes de témoignage de Gabriel Galis à l'Institut de recherche pour la paix en Suisse. Je voudrais donner 3 dates. 2003, janvier 2003, George W. Bush décide de remodeler le Grand Moyen-Orient. Grand Moyen-Orient, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. Et il attaque l'Irak, avec les arguments que vous connaissez, dont on sait maintenant qu'ils étaient bidons. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. 2006, 19 décembre 2006, Time Magazine, qui n'est pas un journal pro-russe, à ma connaissance, publie un rapport secret sur la Syrie dans le viseur de Bush. 2006, c'est-à-dire 5 ans avant les printemps arabes. Et il est expliqué comment et pourquoi le gouvernement des États-Unis va soutenir les opposants et renverser le gouvernement d'Assad. Bon, prenons acte d'une ingérence caractérisée avec des moyens, 1 milliard par an de moyens affectés à ça. Et puis, 3e date, 2011, le Grand Moyen-Orient, on continue à le charcuter. Cette fois, c'est la Libye qui tombe. C'est les Français et les Britanniques qui se mettent en première ligne. Et dans cette même période, on commence un nouveau programme sur la Syrie, du côté des États-Unis, pour armer les combattants. Voilà quand même des choses qui doivent être rappelées, parce que c'est pas seulement Poutine qui est dans cette affaire. Poutine, il est arrivé après, bien après, sauf qu'il avait une balle à Tartous depuis les années 70. Voilà, je crois vous nous dites les grands méchants, dans le fond, ce sont les États-Unis. Je dis que les Américains ont un plan qui a été de remodeler le Grand Moyen-Orient. Je n'ai pas entendu une seule fois ce mot dans les commentateurs depuis des mois sur cette question-là. Et ce projet, c'est un projet de prise du pouvoir et de faire tomber tous les États qui étaient bassistes, indépendants, tortionnaires, on est d'accord, mais avec un chaos beaucoup plus grand depuis qu'on a dégommé Assad, dégommé Kadhafi et qu'on essaye de dégommer Bachar. On a effectivement beaucoup plus de morts et beaucoup plus de réfugiés et beaucoup plus de drames humains. Voilà le résultat. Donc il faut quand même que vous soyez cohérents avec vos postulats de départ. Est-ce que vous soutenez ce projet-là, ce dessin-là, ou est-ce que vous considérez, comme moi je le considère, que toutes les ingérences ont été négatives? Et quand j'ai entendu le président Hollande se vanter dans un livre qui a été écrit par un journaliste français d'avoir contourné l'embargo de l'Union européenne qui interdisait de livrer des armes, je ne sais pas si c'est vraiment les meilleures choses qu'on ait trouvé à faire pour calmer le conflit. Voilà quelques éléments qu'il faut livrer. C'est pas que les Américains, c'est les Français, c'est les Britanniques. Je le disais dans... Voilà, bah écoutez, rien d'autre à rajouter. Hein. Donc là, c'est clair pour l'ensemble de nos auditeurs qu'il faut arrêter de pointer du doigt Bachar el-Assad, que c'est lui le grand massacreur du peuple syrien. Arrêtez de pointer du doigt Poutine qui donne son aide logistique et militaire à Bachar el-Assad pour, encore une fois, contre plutôt le peuple syrien, et comprendre qu'il y a une volonté de remodèlement et de restructuration de la géographie du Moyen-Orient pour des intérêts à la fois économiques, le pétrole, le gaz, à la fois stratégiques et à la fois idéologiques. Voilà, c'était le coup de cœur de notre ami Hakim Ral. Donc, rappelle-nous le monsieur, il s'appelle comment? Alors, c'est Gabriel Galis. Galis, ouais. Voilà, donc il est président d'une association de recherche pour la paix en Suisse. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur les réseaux sociaux YouTube Dailymotion. Vous tapez vérité sur le conflit Syrie ou bien Gabriel Galis. Voilà. Très bien. Et ça peut nous aider. Voyez, les éléments factuels, ça nous aide à gérer notre émotion quand on voit des images à travers les réseaux sociaux, comme disait Islam tout à l'heure. Il y a aussi une propagande. Il y a aussi, on peut pas nier ça. Si tu le permets, on va aller faire très très vite, hein, parce que j'ai le j'aime ou j'aime pas. J'aimerais bien qu'on le fasse quand même rapidement. On est très en retard, donc ne vous attardez pas. Hein. J'aime pas ou je m'en fous. D'accord, on est d'accord les gars? Oui. Okay. La Tour Eiffel s'est éteinte hier soir en solidarité avec Alep. J'aime. Jean-Marc? J'aime pas. Très bien. À quoi ça sert? Très bien. Beaucoup de Français me connaissent pas. Je mérite d'être connu. Qui a dit cette phrase? Je sais pas. C'est un homme politique. Manuel Valls. On connaît pas son visage encore. Il est assez vert, on va dire. C'est vert? Ouais, il est vert. Il est sévère ou il est vert? Non, il est vert. Écologique. Yannick Jadot. Ah, Yannick Jadot. J'aime ou pas cette phrase? Ouais, j'aime bien, ouais. Et j'aime beaucoup ce que défend Europe Écologie Les Verts, à savoir sauver la planète pour sauver les hommes. Non, j'aime pas. T'aimes pas les Verts? Je sais
C'est pas que j'aime pas le mouvement politique des Verts. Très bien. Tunisie, indignation, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, indignation après que la justice ait autorisé le mariage d'une mineure, d'une fille de 13 ans qui a été violée et mise enceinte et contrainte de se marier donc avec son violeur. C'est quoi l'indignation, oui. L'indignation qu'il faut apprécier, c'est ça? Ce que tu veux, hein. Donc Isnem a trouvé son axe. Il aime l'indignation. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes pas quoi? Bah moi je suis contre forcer quelqu'un qui a subi un viol à se marier avec son violeur. C'est quoi cette affaire là? Je suis d'accord avec toi. C'est n'importe quoi. Jean-Marc. Le violeur devrait aller en prison, tout simplement. La Wi-Fi lancée aujourd'hui même sur la ligne Paris-Lyon dans le TGV. Le Wi-Fi? La Wi-Fi, ouais. Ouais, j'aime, bah ouais. Ouais, mais après il y a les pollutions des ondes, tout ça, ça peut être mauvais. Un peu que les antennes relais, ça change tout le temps en force de déplacement, ça peut avoir une influence sur l'organisme. Je ne sais pas. Jean-Marc. On n'est plus à une onde près, oui, j'aime. Info télé qui va intéresser la ménagère de moins de 50 ans. Vous savez que depuis au moins depuis que je suis né, donc les feux de l'amour sont diffusés l'après-midi à 14h sur TF1. Les feux de l'amour changent à partir du 3 janvier prochain d'horaire et passent à 11h du matin. J'aime pas ou je m'en fous. Je m'en fous, même si ma mère elle adore et je l'embrasse au passage. Moi j'aime pas. J'aime parce que ma mère, elle aimait beaucoup, donc je respecte le choix de ma mère. Et puis enfin, un humoriste choisi pour être le maître de cérémonie de la 42e cérémonie des Césars, il s'appelle Jérôme Commandeur. Moi j'aime, il est marrant. Ouais, j'aime. Allez. Je m'en fous. Très bien, eh bien merci beaucoup les gars, Jean-Marc Zébilus, monsieur Hakim Rahal. On peut donner une info, Christophe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rassemblement à Place de la République en signe de solidarité avec le peuple des Rohingyas. Ah, très bien. Donc c'est à République ce dimanche, donc 18 à 14h. Venez nombreux en solidarité avec le massacre d'un peuple, non pas syrien, non pas libyen, non pas irakien, mais au Bangladesh. Voilà, donc les Rohingyas, ils sont massacrés. Exact. Sans intérêt économique ni ressources minières, ils sont massacrés parce qu'ils sont une minorité et parce qu'ils sont musulmans. Venez dimanche à Pizza Fox après la manif à Pizza Fox du côté de Juni. Pourquoi après? Avant même? Avant, ouais, bien sûr, pour se ressourcer. On est invité, je précise. Avant et après. On est invité. Hein. Nous, après les auditeurs, c'est un autre truc. Hein. Voilà. On devrait à qui on est invité ou quoi là? Bah une parole, c'est une parole, non? Ok. Bon, Islam, à bientôt. À bientôt. Retrouve-toi sur ta page YouTube. Ça marche. Moi, je voudrais juste faire un coucou à mes deux amis qui m'ont écouté, mes deux seuls amis. Ennis et Oussama. Ennis. Parce que c'est un kabyle, il faut dire Ennis. Ennis. Ah ouais, c'est ton âme. Ah ouais. J'espère qu'il comprendra. Bah bien sûr il comprend. Aroma Koran, tous les kabyles qui mangent ça. Merci beaucoup les gars, à très vite. Demain, la parole et Akili Belouli. Et dans un instant on se joue le coup de cœur, on s'écoutera le zapping, on s'écoutera, enfin restez avec nous quoi, c'est là que ça se passe, c'est le grand forum. Pour la suite dans un instant, juste après le rappel de l'actualité avec Marine Garrett. Bonsoir Marine.